Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue au Kinographe. Voilà, mon nom est Marek Ludon, je suis professeur à l'ULB et je suis très content de vous voir après toute cette semaine de préparation et tous ces mois de travail pour vous montrer ceci. Vous montrer quoi? En fait, cette soirée, elle est double. Elle est à la fois l'opportunité d'écouter Eva Sadoun, ça fait plaisir de venir de France pour l'occasion, et aussi l'opportunité en fait, de clore ce qu'on espère être qu'une première étape, qui est un projet ARES. Et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir Laurent Despy, l'administrateur de l'ARES, avec nous. Et en quelques mots, ce projet ARES, qu'est-ce qu'il a fait? On reviendra ici en deuxième partie de soirée. Je suis un peu essoufflé à force de courir partout. Et donc, on reviendra en deuxième partie sur ceci. Mais donc, il y avait 4 étapes dans ce premier ARES et qui vont être en fait les différentes étapes de la deuxième partie de l'après-midi. Tout d'abord, une fresque du climat qui a été faite, et donc tout a d'ailleurs été fait en collaboration avec l'ONG Climate Voices. Et donc, c'est Marion Debacker qui a fait les fresques du climat dans les différentes hautes écoles et universités. Ensuite, suite à ceci, on a développé différentes vidéos. Pourquoi développer? Parce qu'on a dû les écrire, vraiment. Tous ces collègues ont passé du temps à écrire des scripts et donc à faire aussi des recherches pour faire une vidéo pédagogique qui parle vraiment à des étudiants. On aura l'occasion aussi aujourd'hui de voir ces différentes vidéos. Je vous cache, la troisième, je ne l'ai même pas encore vue. Elle est toute chaude. Elle sort vraiment de production. Et troisième étape, l'idée c'était dans le parcours en fait, pédagogique d'utiliser ces vidéos pour pouvoir réfléchir sur une question d'actualité, sur une question qui nous semblait pertinente, et on aura l'occasion de voir ce qui a été fait sur ceci. Et quatrième et dernière étape, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est nous. C'est l'idée de rassembler en fait tout ce monde. Et donc c'est quoi tout ce monde? C'est parce que ce projet ARES a la particularité de rassembler beaucoup d'universités et beaucoup de hautes écoles. Est-ce que je vais me risquer à les dire toutes pour ne pas en oublier, mais donc vous avez l'Université catholique de Louvain, l'Université de Mons, l'Université de Namur, évidemment l'Université de Liège, qui est venue en masse, et plusieurs, je pense que les universités, j'ai oublié personne outre l'ULB, et plusieurs hautes écoles, la Haute École Bruxelles-Brabant, l'ICHEC, oui c'est ça, tu mets, l'ICHEC, et Elmo, les Liégeois aussi. Donc c'est vraiment un réseau assez large. Et l'idée, c'était que tous ces gens se regroupent à la fin, c'est aujourd'hui, ça devait être un peu avant, il y a une petite pandémie qui est passée par là et qui nous a reculé de quelques semaines, quelques mois. Pour animer cette soirée, on s'est dit que c'était bien quand même d'avoir quelqu'un et d'avoir un professionnel. Et en fait, on s'est tourné vers François Mathieu, qui en tout cas connaît très bien la thématique économique. Et vraiment, c'était déjà un plaisir, je le redirai à la fin, mais de travailler avec François pour préparer toute cette journée et pour l'animer. Et donc, je vais plaisir partagé. Beaucoup plus. Et je nous laisse tous collectivement dans les mains de François pour le reste de la soirée. Je reviendrai à la fin avec Sybille. Mais voilà. Je vais transmettre le flambeau tout de suite à Eva Sadoun, dont je vais dire quelques mots là maintenant. Eva Sadoun, vous la connaissez déjà sans doute, c'est une activiste, c'est une militante dans l'âme. Ça se voit dans ses yeux, je l'avais écrit dans l'article, dans le portrait, plus facile à écrire qu'à dire, mais c'est vrai, une vraie activiste qui a mis son expérience de vie et sa formation, son éducation, au service de l'intérêt général. D'abord en fondant une société que vous connaissez peut-être, l'ITA.co, qui est une société de financement participatif pour des projets à vocation sociale, d'utilité publique. Ça, c'est une première chose. Qui a aussi créé une filiale il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas depuis combien de temps précisément, mais Rift. Donc, c'est une société qui permet de tracer vos avoirs, votre épargne, vos assurances, savoir dans quoi c'est investi. C'est vrai que souvent, on a des produits de placement, on ne sait pas très bien où cela est logé. Eh bien, cette société permet d'effectuer le traçage. Alors, Eva Sadoun est aussi, j'allais dire, la coprésidente depuis 2020, je pense, du mouvement Impact France, qui se veut une alternative à la toute puissante Fédération patronale française, le MEDEF, mouvement des entreprises de France, pour proposer des alternatives en matière économique, pour, j'allais dire, proposer d'autres liens entre l'économie, l'écologie et la société, ce qui vous anime tous ici ce soir aussi, j'imagine. En tout cas, c'est un sujet qui aujourd'hui prend de l'ampleur, mais faisons court, puisque vous êtes là pour l'écouter, et donc la parole est à Eva Sadoun. Merci. Oui, vous... Ah d'accord.
Bonjour à tous, merci, c'est un plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous voir si nombreux. Bon, j'ai pas fait énormément d'efforts pour venir. J'ai pris un Thalys qui m'a pris 1h20 et je viens en plus, vous inquiétez pas. Et puis je viens souvent parce que déjà j'adore la Belgique, j'adore Bruxelles et on travaille aussi beaucoup ici, notamment parce qu'on a lancé la boîte Lita il y a à peu près. Attendez, je vais me décaler comme ça. Hop. On a lancé la boîte il y a à peu près 5 ans même, là en fait nos 5 ans dans quelques mois, les 5 ans de notre développement. Vous montez pas avec moi en fait, je parle toute seule pendant... Vous avez exactement une demi-heure. Ah oui, ok, pardon. Ah bah, très bien, je vais vous faire mon petit speech. Maintenant, on peut animer, on peut débattre, il n'y a aucun problème. Ok, n'hésitez pas en tout cas, parce que j'aime bien que ce soit comme ça aussi. Donc effectivement, moi j'ai cofondé... Donc moi je m'engage depuis déjà... Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Comme ça, je m'engage depuis à peu près 8 ans, 9 ans, je dirais, dans la transformation de l'économie. En fait, ça m'est venu parce que j'étais assez engagée quand j'étais jeune sur les questions des inégalités sociales. J'étais assez au fait des sujets notamment écologiques. J'étais une lycéenne, même une collégienne qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui déjà se pensait dans un syndicat quand elle était en cours d'histoire ou en cours d'économie. Et c'est vrai que ce sujet m'a toujours assez passionnée parce que je trouvais qu'on focalisait beaucoup trop l'attention sur notamment le secteur politique, etc., alors que on sentait une forte en fait présence de l'économie comme étant celle auquel, enfin le pouvoir auquel on était tous d'une certaine manière dépendants. Et notamment, ça a été très clair en 2008 quand il y a eu la crise financière. Ça a été un peu comme une révélation pour moi. Donc, je m'étais désintéressée un petit peu des mouvements politiques que j'ai trouvés à l'époque trop fermés au changement. Et puis, je trouvais qu'il y avait un problème aussi d'incarnation quand on est une femme jeune qui n'a pas nécessairement un parcours classique. J'avais pas forcément le bagage culturel qu'il fallait pour pouvoir faire des études de sciences politiques. Et on me l'a dit assez tôt. Et c'est vrai qu'il y avait une forme aussi d'espace fermé en fait sur ces sujets qui nécessitaient un très très beau bagage culturel et social pour pouvoir accéder à cette forme d'études qui était assez élitiste. Et finalement, dans l'économie, j'ai trouvé un moyen de comprendre réellement les dynamiques qui étaient en place. Et c'est effectivement en 2008, lors de la crise financière, que ça m'a fait un choc. Alors que c'était Enfin, j'ai pas décrypté à 18 ans, je vous rassure, ce qui se passait réellement, en fait, au niveau de la finance mondiale. Mais ce qui m'a fait un choc, c'était l'impact que une crise économique à l'autre bout du globe pouvait avoir, en fait, en Europe et même sur le destin de beaucoup de pays européens, l'Espagne, la Grèce, ce que ça mettait en cause, sans pour autant que ça ait en fait une réalité concrète dans la vie des gens au quotidien. Et je me suis dit, c'est dingue, c'est ce sujet qu'il faut étudier et qui nous permettra de comprendre réellement quels sont aujourd'hui les fonctionnements et les dysfonctionnements de l'économie et de la manière dont elle fonctionne. Donc, je me suis lancée dans des études effectivement de maths, de finance de marché, de finance corporate, etc., pour essayer d'analyser ce secteur, alors que je vous rassure que j'avais des facilités en maths. C'était un des sujets que je trouvais les plus passionnants et finalement assez philosophiques en soi. Et j'ai voulu effectivement poursuivre dans ce sens-là, pour essayer vraiment d'utiliser ces compétences et essayer de comprendre en fait comment le tout fonctionnait. Donc j'ai fait ces études de finance à l'EM Lyon, qui était une école de business auquel à la base je voulais pas du tout, où j'aspirais pas forcément, parce que c'était pour moi en fait l'école, la grande école de business, était le lieu finalement dans lequel en fait toute cette idéologie qui avait foutu la merde partout dans le monde en fait s'incarnait. Et en fait, c'était faux, c'était d'une certaine manière un peu con de ma part, en fait, bête de ma part de penser ça, parce que finalement, là, j'ai trouvé aussi beaucoup de personnes capables de vraiment remettre en question ce système-là. Et en étudiant la finance de marché, en étudiant tous ces sujets-là, j'ai pu avoir des expériences en Inde aussi, dans la microfinance, découvrir aussi l'entrepreneuriat social et la finance éthique, qui a trouvé aussi, qui a son berceau et philosophique là-bas, au Bangladesh, en Inde, etc. Et là-bas, j'ai découvert effectivement la microfinance, j'ai découvert la tech for good, donc des entreprises technologiques qui se développaient avec une utilité sociale et écologique forte. Et ensuite, je suis rentrée et j'ai voulu vraiment davantage étudier ce qui se passait dans les grandes organisations.
C'est pour ça que j'ai travaillé en France chez BNP Paribas dans le département des investissements, donc tout le lieu dans lequel justement se prenaient les décisions pour essayer de forcer la banque finalement à ne plus aller dans les investissements qui étaient les plus controversés. Donc on étudiait en fait toutes les actions de la banque hors zone euro dans les secteurs les plus controversés comme le nucléaire, l'armement, l'huile de palme, la pâte à papier. C'était des dossiers hyper réjouissants qui arrivaient, mais en tout cas, il y avait un pouvoir assez important finalement, de plus en plus montant des acteurs qui travaillent dans ces départements-là pour essayer de pousser la banque à désinvestir de certains secteurs ou à transformer la manière dont elle plaçait son argent. Et la raison pour laquelle elle le faisait, et c'est ça qui a aussi forgé mon engagement citoyen, c'était parce que en fait, dans les institutions, dans la banque privée, dans tous les lieux dans lesquels en fait il y avait des particuliers qui épargnaient, et ces particuliers-là sortaient de la banque ou montaient des campagnes, où il y avait aussi beaucoup de campagnes d'ONG. À l'époque où j'étais là-bas, c'est là qu'il y avait eu la campagne internationale BNP, The Nuclear Bank, où tout le monde s'était, partout dans le monde en fait, s'était mis devant des sièges de BNP. Ça avait été une action d'ONG très forte qui avait eu une répercussion directe sur les épargnants qui ont dit quoi, vous êtes la banque du nucléaire? Maintenant ce serait vu comme positif vu que l'énergie nucléaire semble être l'énergie qui va nous sauver de toute la crise climatique mondiale, mais soit dit en tout cas à l'époque, c'était un sujet qui était plutôt un sujet de désinvestissement qu'un sujet d'investissement. Et on pourrait avoir aujourd'hui, il y a les mêmes choses qui se passent, notamment on peut le voir en ce moment avec Total, typiquement, qui est en train d'installer le projet ECOP en Ouganda, et on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'activisme aussi qui, encore une fois, a un impact très fort auprès des épargnants qui poussent. Alors je me suis dit finalement, est-ce que le lieu de pouvoir, il serait pas dans justement l'épargne citoyenne? Est-ce que c'est pas justement en faisant le lien entre les valeurs citoyennes et qu'on arrivera, avec du coup ces institutions-là, qu'on arrivera à changer les choses. Donc ça, c'était un premier lieu d'action, et c'est pour ça que derrière, j'ai monté l'entreprise Lita.co, qui crée du lien justement entre les particuliers et puis les entreprises durables et sociales sur les territoires, qui est présente en France, en Belgique, en Italie qui démarre, et là, on va se développer sur l'ensemble de l'Europe, parce que finalement, j'en suis convaincue aujourd'hui, avec notamment les crises systémiques que les marchés financiers vivent. Il y a eu le Covid, et maintenant il y a la crise sur la question de l'énergie. Et puis, en fait, depuis 5-6 ans, on voit qu'il y a des crises qui sont assez systémiques, qui se répètent beaucoup plus qu'avant, où en fait les crises étaient plus espacées, ce qui permettait aux marchés financiers de s'équilibrer d'une certaine manière sur 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, et je pense sincèrement que l'avenir finalement de l'épargne et de l'investissement se trouve dans les PME, dans les entreprises des territoires, dans celles qui défendent une forme d'indépendance économique, énergétique, ou qui sont dans des logiques de coopération et non pas dans des logiques de domination avec le monde qui les entoure, et qui proposent des vraies solutions à un emploi qui est durable, pas un emploi dans lequel effectivement on a peu de chômage, mais qui derrière masque aussi et invisibilise le fait qu'il y a de plus en plus d'emplois qui se précarisent, etc. Je pense que l'avenir effectivement de l'investissement, c'est ces entreprises qui intègrent ces logiques sociales et écologiques, et c'est pour ça qu'on croit fort en ce modèle, en sa capacité effectivement à se développer en Europe et à apporter une partie de la solution, ou au moins à changer une petite partie de ce système-là. Et ensuite, on s'est du coup posé une autre question, de se dire, c'est pas avec cet investissement-là qu'on va changer la finance. Comment on fait effectivement pour avoir un impact et permettre encore d'utiliser ce pouvoir citoyen sur l'ensemble de la finance? Et c'est là qu'on a monté effectivement l'entreprise Rift. Parce qu'on s'est dit, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas accès à l'information, en fait, finalement, sur les produits, mais même nous, hein. Parce que, en fait, au tout début, on s'était dit, ouais, on va lancer une néobanque verte, on va proposer plein de produits financiers, etc. Et on s'est posé la question, c'est quoi notre rôle, en fait? Est-ce que notre rôle, il n'est pas plutôt systémique, d'essayer de changer le secteur, plutôt que de lancer nos propres produits et d'être dans des logiques de concurrence avec des banques, et qui n'amènent pas forcément, nivellent pas vers le haut le secteur? Et puis, de toute façon, en fait, en regardant la manière dont la finance fonctionnait, on a réalisé que c'était même pas possible, parce qu'il y avait aujourd'hui un problème d'information, de transparence, etc. dans ce secteur financier, et qu'il fallait effectivement apporter cette information sur qu'est-ce qui se cache réellement derrière les produits d'épargne, et ensuite homogénéiser l'information sur les questions environnementales, c'est-à-dire aujourd'hui savoir en fait, quelles répercussions a mon épargne réellement sur l'environnement, sur le climat, et aussi la manière dont mon épargne et sa performance va être aussi impactée. On parlait de durabilité de l'épargne, c'est le thème de la conférence, enfin, durabilité de l'économie. Et finalement,
la question climatique aujourd'hui, elle va impacter durablement en fait l'économie, la vision qu'on a de la performance, etc. Et ça, il faut aussi l'intégrer dans ces calculs. Donc on a développé cet algorithme en fait depuis 3 ans qui décrypte du coup tous ces produits financiers, qui permet d'en mesurer les impacts écologiques. Et aussi, c'est un outil parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui font de l'ESG, c'est-à-dire qu'ils évaluent tous les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises dans le monde, et qui est de l'information qui est autodéclarative, et ensuite ils le fournissent à des acteurs financiers qui ensuite vont communiquer ça auprès du grand public. Et le problème, c'est que cette donnée ESG, vu qu'elle est aujourd'hui autodéclarative, donc l'essentiel, les personnes qui font ça aujourd'hui, c'est des acteurs américains essentiellement, parce que c'est eux qui ont la donnée. C'est des acteurs auxquels, en fait, reportent nos acteurs financiers. C'est eux qui ont la donnée et qui vont faire, du coup, ces analyses ESG basées sur beaucoup d'autodéclaratifs. Moi, je sais, j'ai répondu à ces questionnaires quand j'étais dans une grande entreprise. J'étais stagiaire à l'époque. Hein. Donc voilà, et j'allais chercher l'information dans les rapports de la boîte, etc. Et ben, vu que cette information, elle est autodéclarative, en fait, elle invisibilise la plupart des impacts sociaux et écologiques des grandes entreprises aujourd'hui. Typiquement, c'est des exemples très concrets qu'on peut avoir pour se rendre compte de ça. Je ne sais pas si vous avez suivi le scandale Orpea, qui est un grand établissement de retraite français qui en fait est sujet à des maltraitances et à des problèmes sociaux depuis déjà 10 ans. Ça a été révélé déjà depuis 10 ans. Ça a été révélé par l'enquête d'un journaliste récemment. Et ça n'a jamais eu d'impact sur leur note sociale, qui est aujourd'hui au top. Pareil pour une entreprise comme Ericsson, qui a payé $1 milliard il y a 3 ans pour des raisons de corruption. Leur indice de transparence, qui est censé refléter ça, il est à 80%, ce qui est super positif sur justement ceux qui ratent, qui évaluent du coup les impacts des entreprises. Donc il y a un vrai problème, et du coup on s'est dit on va crowdsourcer cette information, on va utiliser l'économie collaborative encore une fois, et l'investissement mais plutôt d'intelligentsia des citoyens pour révéler cette donnée-là. Et c'est cette donnée qui aura plus d'impact finalement que juste des ratings ESG. Donc voilà, c'est tout ce qu'on essaye de faire là autour de l'environnement LITA et Rift, c'est de changer la finance par l'émergence d'un pouvoir citoyen, d'un nouveau pouvoir citoyen, d'un contre-pouvoir. Est-ce que vous pourriez donner des exemples ? Je crois que ça pourrait intéresser la salle de savoir ce que l'ITA.co, par exemple, finance comme type de projet. Oui, bien sûr. Et sur la base de quels critères vous les avez choisis ? Tout à fait. Alors, l'ITA.co, l'investissement à impact, on le voit de 2 manières. Il y a l'investissement dans des entreprises qui ont un impact positif fort, où là, ça peut être effectivement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, où l'économie sociale, c'est un peu le même type d'entreprise en Belgique et en France qui ont cette dénomination, où on va avoir là des entreprises qui ont l'utilité sociale au cœur de leur modèle et qui ont des modèles en fait, de participation, des modèles coopératifs. Par exemple, on a lancé en France les licornes. Donc en fait, c'est les licornes coopératives et qui regroupent en fait un mouvement des 10 plus grosses coopératives françaises dans l'énergie, et qui veulent en fait apporter des solutions de transition au secteur énergétique, à l'économie collaborative, où il y a le label Emmaüs qui, par exemple, propose une alternative au Bon Coin. On a des acteurs qui proposent des alternatives à eBay, à machin, etc. Donc c'est des coopératives qui lèvent en part en fait sociale auprès de particuliers. Et puis après, on a des entreprises aussi Tech for Good, par exemple, dans ce segment, qui sont, par exemple, des entreprises qui utilisent la technologie au service du bien commun. Une boîte, par exemple, comme Roger Voice, qui a développé une intelligence artificielle pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir communiquer, de retranscrire le texte en voix, la voix en texte, et de créer une tonne d'outils en fait, pour permettre à ces personnes sourdes et malentendantes d'être plus facilitées dans leur usage quotidien, et qui est une solution internationale aujourd'hui, donc ça fonctionne super bien. Investir à impact, dans un projet impact, c'est aussi investir dans le logement social, investir dans les énergies renouvelables, dans les entreprises qui réinsèrent des personnes par l'activité économique. Donc vraiment, c'est extrêmement large, ça peut être dans tous les secteurs d'activité, si tant est qu'on ait effectivement une utilité sociale ou écologique au cœur du modèle, qu'on ait un modèle de partage de la valeur également, et qu'on tente de faire des choses en matière de démocratie aussi au sein de l'entreprise, et qu'on soit les plus vertueuses de ce point de vue-là. Et pour nous, en fait, investir à impact, c'est pas que investir dans l'impact, c'est aussi investir avec un impact. Je vous conseille un livre très intéressant sur tout ça qui s'appelle « L'illusion de la finance verte »,
qui permet justement de comprendre les bons et les mauvais côtés de cette finance verte finalement, et ce qui a réellement de l'impact. Et dans ce livre, il parle des obligations vertes qu'il démonte beaucoup, mais a raison, parce qu'effectivement, il y a une partie de ces obligations, malheureusement, qui n'est pas tracée. Et nous, on a voulu développer des obligations vertes qui avaient réellement un impact positif pour aider l'économie à décarboner, à s'améliorer, en fait, finalement. Et là, c'est aussi un type d'investissement qu'on fait, c'est-à-dire qu'on propose aux particuliers d'investir dans une PME classique qui a envie de décarboner complètement sa manière de faire ou de transformer la manière dont elle partage sa valeur ou avoir une plus forte utilité sociale, relocaliser une partie de sa production, changer ses contraintes autour. On ne l'a pas encore fait, mais ça pourrait le faire. Par exemple, si jamais, disons qu'une boîte dans la tech qui utilise des contrats auto-entrepreneuriat qui précarisent une partie de leurs salariés, s'ils décident de tous les embaucher en CDI, de leur donner une sécurité sociale ou une mutuelle, ça aurait des coûts. Et du coup, ces coûts-là, on pourrait les financer, etc. Donc, c'est ce qu'on essaye effectivement de faire avec Lita.co. C'est faire de l'investissement dans l'impact et qui a aussi lui-même en fait un impact. Et pour suivre ça et le mesurer, en fait, on fait varier le taux. C'est un peu technique, mais en fait, c'est intéressant, c'est que au final, l'entreprise, elle va payer 4%, disons, par an. Si elle respecte des objectifs sociaux, si elle ne le fait pas, elle va payer beaucoup plus en fait. Et c'est pour l'inciter justement à le faire et avoir un impact positif sur l'économie. Voilà. Pour des néophytes comme moi, on se dit c'est sans doute plus risqué et corollairement, c'est sans doute alors porteur de moins de rendement. Est-ce que c'est forcément le cas? Quels sont les rendements qu'on peut atteindre sur des projets, j'allais dire, plus relatifs à l'économie sociale ou à vocation d'utilité publique? Nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de faire des vrais rendements. Aujourd'hui, si la finance elle propose autant de rendements, c'est qu'elle propose beaucoup de faux rendements, c'est-à-dire qu'elle propose un rendement qui n'est pas lié réellement à l'activité économique. L'essentiel aujourd'hui de la finance fonctionne pour pouvoir produire du rendement, ce qui fait qu'il y a des opérations qui se font sur les marchés pour produire ce rendement qui ne sont pas nécessairement liées à la croissance économique de l'entreprise, comme des rachats d'actions par exemple. Rachat d'actions, c'est une entreprise qui va racheter ses propres actions pour diminuer le nombre d'actions sur les marchés. Ça va augmenter la valeur de l'action et du coup, les gens vont percevoir du rendement. Oui, d'accord, mais c'est une opération qui a créé du rendement. C'est pas l'activité économique qui a créé du rendement. Donc déjà, il faut faire un peu de pédagogie sur le vrai rendement aujourd'hui. Et nous, on veut faire du vrai rendement, donc du rendement qui est lié au développement d'une entreprise. Et oui, le développement d'une entreprise, si on partage bien la valeur, parce que c'est quand même ça aussi le sujet de l'économie actuelle, c'est qu'aujourd'hui, les gens se sont précarisés dans le monde de l'entreprise parce que on a beaucoup aussi nivelé vers le bas la rémunération des salariés. On a voulu moins payer nos matières premières, on a voulu délocaliser une partie de la production pour effectivement faire plus de marge, etc. Donc ça fait qu'il y a eu effectivement aussi plus de rendement, mais nous, on s'intéresse à cette question du partage de la valeur aussi. Et oui, et ça permet aujourd'hui aux particuliers sur la plateforme d'avoir entre 3 et 8%, je dirais, en fonction des projets de rendement. Et puis il y a aussi beaucoup l'État permet aussi de dérisquer une partie grâce à la défiscalisation, ce qui peut aider, le tax shelter en Belgique, etc. En France, on a aussi nos propres dispositifs qui permettent de prendre ce coût de l'innovation. Et après, sinon, effectivement, c'est des rendements par an entre 3 et 8%, ce qui est quand même pas mal par rapport à aujourd'hui, je sais pas, une obligation d'État, même si elles sont un peu revalorisées en ce moment, mais qui crée réellement un impact positif, mais c'est pas garanti. Donc c'est vrai qu'il y a une par exemple, je sais qu'en France, nous, nos assurances vie, il y en a une partie qui sont garanties. C'est une décision de l'État de garantir une partie et du coup, c'est moins risqué. Mais il faudrait effectivement, dans le long terme, je pense, militer pour que ce type d'investissement dans l'économie réelle, il puisse avoir une forme de garantie pour aider aussi les gens à ne pas prendre tout le risque. Voilà. Alors, tantôt, vous faisiez référence au fait que la société pourrait se développer au niveau européen. Oui. Donc, vous êtes présent actuellement dans 3 pays. Donc, la dernière, c'est l'Italie. Quand on avait discuté la semaine dernière dans le cadre de notre interview, vous faisiez référence à un passeport européen. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est ce passeport? Parce que ça signifie aussi que ça bouge au niveau européen et qu'il y a des possibilités de faire évoluer des projets de société comme la vôtre. Oui. Alors, ça fait 6 ans qu'on travaille sur le passeport, mais on est quand même content qu'il arrive enfin. Donc en fait, oui, c'est vrai que là, ça fait longtemps que notre activité, elle n'est pas régulée au niveau européen, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, quand on veut développer
notre activité, on doit obtenir des agréments au niveau local, etc. Donc ça a été effectivement un problème dans le développement de notre société, mais en même temps, d'une certaine manière, ça nous a aussi permis de vraiment s'intégrer avec les acteurs locaux, de développer des liens, des partenariats, etc. Ça nous a professionnalisé aussi au niveau local, mais là, c'est effectivement avec ce nouveau passeport européen, on va pouvoir, en obtenant le passeport, opérer sur l'ensemble de l'Europe. Donc c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent, et ça, c'est aussi une autre partie de notre travail, c'est de travailler à faire que la réglementation change. Parce qu'on ne peut pas demander des efforts en fait, pour que l'économie soit durable. On ne peut pas demander uniquement des efforts aux citoyens. Je pense que les citoyens doivent être un acteur de transformation, mais qu'il y a une grosse partie qui doit aussi venir du régulateur, de l'État, de l'Europe, pour être capable de transformer le contrat économique et faire qu'il y ait aujourd'hui plus un avantage à polluer, plus un avantage à détruire de la valeur sociale et écologique. Et pour ce faire, il faut effectivement un cadre européen. Nous, par exemple, en France, et c'est la même chose, je pense, en Belgique, mais vu que je n'ai pas expérimenté ça, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est des règles européennes, donc j'imagine que c'est pareil. Typiquement, on ne peut pas, sur les marchés publics, avoir des clauses sociales et écologiques, c'est-à-dire dire un marché public, il devrait plutôt aller à une entreprise qui est le plus respectueux d'un point de vue écologique et social. Ça, c'est pas possible à cause des règles européennes de liberté, de concurrence, etc. Et en fait, on a érigé la compétitivité comme au niveau européen, comme un principe fondateur, ce qui a été positif à un moment pour définir une Europe libérale, unie, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les enjeux écologiques et sociaux sont tels que l'Europe, et nous on travaille à ça, doit se structurer autour d'un nouveau contrat économique qui privilégie effectivement les entreprises, le tissu économique qui valorise les questions écologiques et sociales pour qu'il n'y ait plus en fait ce qu'on appelle en jargon théorique la primovisme et qui se vit réellement en fait en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt, si vous voulez faire de la valeur, du rendement, si vous voulez vous développer, à ne pas prendre en compte ces sujets écologiques et sociaux, à ne pas payer pour les matières premières, à payer le moins possible pour vos ressources sociales, et même si vous voulez partager la valeur, je sais qu'en France par exemple, à chaque fois qu'on veut donner une action gratuite à quelqu'un, donc partager l'actionnariat d'une entreprise, on doit payer 30-40% de taxes. Alors que quand deux fonds d'investissement veulent se partager des actions, ils payent 0. Donc, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Donc, en fait, finalement, on voit que la fiscalité, tout ça, c'est des leviers aussi pour organiser la société et l'économie dans un certain sens. Et c'est pareil pour les traités européens qui pourraient valoriser ces questions écologiques et sociales, ce qui ferait que sur un marché public, voilà, on pourrait valoriser une entreprise qui a une valeur écologique et sociale, ou si on veut mettre en place une TVA en faveur des boîtes qui produisent plus localement, on pourrait le faire au niveau des États, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas le faire. Si on voudrait mettre en place une fiscalité aussi plus favorable pour les entreprises, encore une fois, qui ont une manière de produire ou une manière de distribuer ou de recycler qui est plus favorable, et voilà, on pourrait le faire. Mais ça, c'est effectivement en train d'être discuté au niveau européen, tout ça. Et ça avance, et je pense que c'est pour ça que l'Europe est un levier fondamental de transformation du contrat économique. Ça se fait avec plein de traités. Je ne sais pas si je pense que vous les étudiez aussi, hein, la taxonomie, CSRD, etc., qui permettront en fait d'uniformiser finalement ce que c'est du vert, ce que c'est du pas vert, ce que c'est du social, ce qui n'est pas du social, ce qui est en faveur de la biodiversité, ce qui ne l'est pas, avec des taxes carbone qui s'imaginent et des taxes sociales aussi. Et ça, je veux faire attention aussi toujours parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans notre écosystème qui militent pour cette taxe carbone, et nous aussi, on milite pour que cette taxe carbone soit aussi sociale. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en fait, se dire que l'unique moyen de limiter nos émissions, c'est de fermer les frontières de l'Europe d'une certaine manière, parce que ce serait un petit peu hypocrite. Il y a eu énormément de développement en fait, qui s'est fait, de partenariats qui se sont faits au niveau international, notamment, prenons l'exemple de l'Équateur avec les fleurs. On leur a dit de faire des fleurs parce que ça allait développer l'industrie des fleurs, et il y a toute une industrie qui s'est structurée. Et là maintenant on dit, non, il ne faut plus faire des fleurs là-bas, il faut faire des fleurs au niveau local, et du coup on laisse une industrie complètement en perte de vitesse sans accompagner la transition. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir réfléchir à ces dispositifs pour qu'ils soient justes aussi au niveau international et ne pas occulter aussi tous les enjeux de dette climatique si on veut que cette économie mondiale soit réellement durable.
Tantôt, vous faisiez référence au fonds ESG. Alors, il y a 4 000 milliards, il faut le savoir, 4 000 milliards qui sont aujourd'hui logés dans des fonds dits de développement durable. On a bien compris qu'il y avait pas mal de greenwashing derrière. On a bien compris aussi que le cadre réglementaire était le b.a.-ba pour pouvoir réorienter une partie de ces investissements vers l'économie sociale. Quels autres leviers, pensez-vous, sont nécessaires pour, j'allais dire, réallouer une partie de ces quantités astronomiques d'argent vers des projets plus axés sur l'économie sociale, plus sur l'intérêt général, etc. etc. Il y a plusieurs leviers. Effectivement, je pense que l'accès à l'information sur réellement ce que font les produits d'épargne sera aussi un moyen que les gens aillent naturellement vers des produits qui sont plus durables. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment que dans la finance que ça fonctionne comme ça. Par exemple, dans l'alimentation, si vous dites qu'un produit il est bio ou qu'il est durable, il doit l'être à 100%. Enfin, vous attendez pas à ce que dans votre carotte, il n'y ait que la tige qui soit bio et que vous ayez des pesticides sur le reste de la carotte. Par contre, dans le milieu financier, on a le droit de dire qu'un produit est durable s'il n'est pas à 100%. Et c'est le seul secteur économique dans lequel c'est possible. Donc il y a effectivement un gros besoin de lutter contre ce greenwashing. Donc ça, c'est le rôle de la puissance publique, c'est le rôle des régulateurs, des autorités, des consommateurs, etc. Donc ça, c'est une mobilisation avec des citoyens et en parallèle avec les pouvoirs publics et les autorités de la consommation, etc., qui doivent faire ce travail pour qu'on dise la vérité sur les produits. Et si c'est fait, si cette vérité est dite, d'une certaine manière, les acteurs financiers seront obligés, contraints d'aller dans le sens de plus de durabilité de ces produits-là, de moins se cacher derrière effectivement ces sigles. Et effectivement, il faut aussi uniformiser cette information pour l'entreprise. Parce que c'est aussi... Je me fais toujours l'avocat du diable, après je comprends aussi l'autre position, c'est que pour les acteurs financiers, quand les entreprises ne leur donnent pas de l'information qui est juste, c'est aussi compliqué pour eux de bien évaluer. Donc voilà, il faut trouver en fait une forme d'équilibre, et c'est pour ça que les réglementations européennes qui veulent uniformiser ça sont un bon levier de transformation. Voilà, et après je pense qu'il y a aussi un gros rôle à inciter ces acteurs-là, parce que on demande quand même à des acteurs qui se sont développés, et ça c'est un gros sujet dans économie et durabilité, c'est votre thème, c'est des modèles économiques qui n'ont pas du tout fonctionné pour aller vers la protection de l'environnement, la revalorisation du tissu social, etc. Et là on leur demande du jour au lendemain de complètement transformer leur modèle économique. Et il faut aussi moi je combats le MEDEF, mais en même temps je les comprends aussi, parce que dans le sens où il y a effectivement beaucoup de PME qui se sont développées dans un sens, et aujourd'hui, on leur dit de complètement changer tout ce qu'ils ont fait. Donc, il faut aussi avoir une approche de compréhension et d'intelligence et créer une forme des incitants aussi pour que ces boîtes aient tout intérêt à aller effectivement dans le sens de la transition écologique et sociale. Donc, typiquement, moi, je trouve que travailler sur les taxations, c'est un bon moyen de le faire, mais en conditionnant. En France, par exemple, on a eu un dispositif, parce que parfois, ça peut pas marcher, mais pourquoi il faut conditionner? Parce que, je vous donne un exemple, on a eu un dispositif qui s'appelle le CICE, en fait, il y a quelques années, qui était une baisse de charges pour les employeurs, qui avait pour objectif de créer de l'emploi. Donc, un État libéral se dit... on va baisser les charges. On connaît ça chez nous aussi. Voilà, vous avez fait ça, ça va créer de l'emploi. Donc c'était plusieurs milliards de baisses de charges qui étaient censés créer plusieurs millions d'emplois. Finalement, on a eu ces plusieurs milliards de baisses de charges, mais on a eu que 100 000 emplois qui ont été créés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, c'était dans le logiciel de l'entreprise. Voilà, on fait une étude, quoi, et on se dit, ça va permettre d'améliorer la marge, etc. On se dit pas, on va créer de l'emploi parce qu'on n'est même pas obligé de le faire. Donc c'est pour ça que je pense que ces dispositifs sont bons, mais qui doivent être maintenant conditionnés. Et le problème, c'est que ça fait peur, en fait, parce que d'une certaine manière, ça voudrait dire qu'on a un État dirigiste, etc., qui va tout conditionner. Mais moi, personnellement, j'ai plus peur et je me sens plus contrainte par certaines règles économiques que je dois, qu'en tant qu'entrepreneur, au quotidien, je dois respecter, de ratio de fonds propres, machin, etc. Et qu'en fait, si on me fixait de nouvelles règles, mais qui soient dans le sens de l'amélioration de écologique et sociale de mon modèle, ce serait finalement plus vertueux et plus engageant. Donc voilà, donc un entrepreneur, il évolue dans un système de contraintes, il faut lui mettre, tout en effectivement ne limitant pas aussi sa créativité, en lui permettant d'être créatif sur ces sujets, et c'est tout le problème de ces questions de transition. Alors je vais arrêter de poser des questions, je vais vous demander à vous maintenant d'en poser. On va profiter de votre présence, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant ou jamais. Christian Ferdinand, attaché en économie durable au SPF Économie. En fait, je voulais poser une question sur les actes délégués, puisque je pense que vous faisiez référence en fait à la plateforme européenne Sustainable Finance.
et la taxonomie. Donc je vois un petit peu, parce que je ne suis pas dans ce domaine-là précisément, mais est-ce qu'il y a déjà des actes délégués qui ont été produits? Et est-ce qu'on voit déjà des conséquences? Est-ce qu'on voit déjà le monde des entreprises qui commence à prendre en compte cette taxonomie, c'est-à-dire cette définition des produits plus durables que d'autres, et où on voit donc que les entreprises ont intérêt à aller de l'avant dans ces catégories-là? Est-ce qu'on voit la différence? Puisque maintenant, on est un peu dans un parcours intermédiaire, puisque certains actes sont déjà définis et d'autres pas encore. Et alors, la deuxième question, c'est où on en est pour l'économie circulaire? Je crois que la date, c'était le 18 mai pour sortir l'acte délégué. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer ça. Alors, sur la taxonomie, ça a beaucoup plus d'impact sur les intermédiaires que sur les entreprises en tant que telles. Sur les intermédiaires, donc typiquement les acteurs financiers, ça a un énorme impact. Ils sont en train de tout organiser dans leur logiciel interne pour identifier ce qui est taxonomie verte, ce qui n'est pas taxonomie verte. Parce qu'eux, ils savent très bien que derrière, ils vont être sujets à une réglementation qui va leur fixer des objectifs ou qui va leur obliger à être transparents sur ces sujets-là. Ça a un peu moins d'impact sur les entreprises. Nous, on le voit au niveau du mouvement Impact France et des dirigeants qu'on représente. Ça a moins d'impact pour eux parce qu'ils ne voient pas trop, en fait, quelles vont être leurs obligations ou quel impact ça va avoir concrètement, en fait, je sais pas, sur leur financement, sur la fiscalité, etc. Tant qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça va avoir, le dirigeant, il occulte la réglementation. Ce qui n'est pas le cas du secteur financier ou du secteur des assurances qui, lui, anticipe tout le temps. Mais en tout cas, c'est effectivement positif d'un point de vue de ces acteurs parce qu'ils commencent à lancer des prêts verts pour les projets taxonomie ou des choses comme ça. Donc je trouve que ça a un bel impact à ce niveau-là. Et après, je vous avoue que sur le lac délégué, sur l'économie circulaire, je ne sais pas exactement parce que vu qu'ensuite, c'est en train en fait, de se réinterpréter en fait, à chaque fois au niveau des autorités locales. C'est différent en fait, par pays. Et ça ne va pas avoir effectivement les mêmes dates, les mêmes impacts, parce qu'on ne perd pas complètement notre souveraineté sur la réinterprétation, même si c'est des règlements, et il faut quand même qu'ils se réinterprètent et qu'ils se transforment en politique publique. Mais en tout cas, effectivement, on espère que d'ici un an au moins, on va avoir une uniformisation, notamment sur ces sujets. Et après, on a toujours ce problème sur la question énergétique, où là, la taxonomie, elle crée pas mal de frictions. Sur notamment le fait que le gaz naturel et le nucléaire rentrent dans les énergies de transition. Donc, ce n'est pas dans taxonomie verte, c'est dans la transition. Mais c'est ce qui va faire peut-être qu'il y aura des pays qui voudront moins appliquer la taxonomie parce qu'effectivement, quand on est à l'énergie nucléaire en France, ça améliore le côté vert des portefeuilles d'entreprises françaises parce qu'elles fonctionnent à l'énergie nucléaire et une petite partie aux énergies renouvelables. Dans des pays qui sont, par exemple, sujets au charbon, comme l'Allemagne, une entreprise même qui fait un truc positif d'un point de vue de la taxonomie, du bâtiment, disons, vu qu'elle utilise de l'énergie qui est carbonée, selon la taxonomie, ça va avoir un impact négatif pour elle. Donc il va falloir trouver quand même des solutions, notamment pour l'Allemagne ou la Pologne, qui vont être difficilement impactées par cette taxonomie-là, tout en quand même développant de l'activité qui a un impact positif au niveau des territoires. Encore une question? Oui, monsieur. Michel Band, CSR Europe. Je voulais quand même vous rassurer, au niveau des grandes entreprises européennes, il y a réellement une mobilisation pour la taxonomie. Elles sont relativement en pointe sur la redéfinition de l'ensemble de ces aspects. Mais en effet, ce n'est que sur la taxonomie que j'appelle 1 et 2, puisque les 3, 4, 5, 6 ne sont nulle part, et que notamment la taxonomie sociale n'est au premier balbutiement. Mais ce sera important de l'attendre. Donc il y a quand même beaucoup, mais les entreprises rencontrent de réelles difficultés puisqu'il n'y a pas d'alignement quant aux méthodes de calcul des chiffres. Il n'y a pas deux entreprises qui déclarent sur un même sujet. Et je prends un simple exemple, c'est le nombre de personnes. Voilà. Il n'y a pas de normes en matière de personnel appliquées par toutes les sociétés européennes. Donc quand vous voyez les effectifs 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, ce sont des approximations. 10-20% à peu près. Voilà, merci. Merci pour ces précisions. Moins pour la question, mais est-ce qu'il y a encore une question? Oui, merci pour l'exposé, Michel Huard. Je suis conseiller énergie à l'ULB et aussi académique. L'ULB, en tout cas l'université, a une ambition de rénovation énergétique assez importante, mais ça nécessite des moyens de financement. Une des pistes auxquelles on voudrait avancer, c'est justement d'utiliser le levier financement participatif pour, en tout cas, investir dans la rénovation énergétique.
comment vous verriez la chose dans une université? Est-ce que vous avez des conseils? Parce que par exemple, pour vous donner, on a un étudiant qui a fait un mémoire là-dessus, un élément qu'il a relevé, c'est qu'il y a une certaine réticence de certains membres de la communauté universitaire à se dire qu'ils pourraient investir dans l'outil dans lequel ils travaillent. Et donc là, on a une confrontation entre guillemets syndicale par rapport à une approche. Et donc ma deuxième question plus globale, c'est comment vous vous situez par rapport au mouvement syndical? Parce qu'avec le mouvement coopératif, on vient un peu bousculer cet équilibre patronat-travailleur. Et j'entrevois des éléments de difficulté. Oui, alors cette question, oui, effectivement, de la finance participative et comment elle peut être utile à la rénovation énergétique, on y travaille beaucoup. On a effectivement pas mal de collectivités, etc., qui nous appellent pour pouvoir effectivement lever des obligations vertes ultra long terme qui s'adaptent vraiment aux objectifs de rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça, c'est effectivement un sujet qui est très pertinent et qui permet aussi d'engager les citoyens au local, effectivement, sur ces enjeux de rénovation. Et je pense que ça passera beaucoup par ça. Donc ça, je suis d'accord. Après, les enjeux, effectivement, la deuxième question sur les syndicats. Nous, on travaille beaucoup avec des syndicats et justement, on avait aussi contribué au développement des collectifs de salariés dans les entreprises qui travaillent aussi avec les syndicats dans les entreprises, qui sont en fait des collectifs de salariés qui s'organisent pour pouvoir réfléchir sur la transition écologique de leur entreprise, parce que finalement, ça viendra... Enfin, la vision, en tout cas, de transformation de l'entreprise, elle viendra des salariés. Enfin, pour nous, c'est vraiment les garants du temps long de l'entreprise, etc. Et l'objectif est de revaloriser justement cette participation syndicale, cette participation à des collectifs, pour pouvoir transformer l'entreprise. Parce que le syndicalisme se perd, hein, nous on le voit chez les jeunes, et nous, même quand on a proposé des élections syndicales, et on en parle avec beaucoup d'entrepreneurs, ils se rallient rarement à des syndicats professionnels, ils le font un peu seuls, ou d'ailleurs ils n'ont pas toujours envie de le faire. Et je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de renouveler et que même on redéveloppe et qu'on redonne de la valeur aux syndicats salariés professionnels. On travaille beaucoup avec la CFDT, etc. En France, pour justement que les salariés soient vraiment porteurs et décisionnaires dans cette transition écologique qui va les impacter. Parce que franchement, quand on entend parfois le MEDEF et ce qu'il dit sur l'impact de la transition, que la transition écologique va avoir, ça fait peur, quoi. Eux, ils l'entrevoient comme une énième transition, et à chaque fois, ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est effectivement d'organiser des plans de licenciement pour renouveler l'entreprise, etc. Il dit ça va avoir cet impact, il ne faudra pas que les gens Non. Aujourd'hui, quand on a des valeurs qui est si mal réparties dans l'entreprise, on ne peut pas dire que la première personne qui va être impactée sur la transition écologique des entreprises, ça va être le salarié. C'est à l'entreprise de mettre en place un moyen de reconversion de ces salariés vers de nouvelles activités plus décarbonées, ou à l'état de réorganiser tout ça. Donc je pense que les salariés doivent vraiment participer à cette transition de l'entreprise pour imaginer le futur de l'entreprise, vu qu'eux sont les plus à même de connaître leur métier et à l'impact que ça va avoir sur leur métier. Donc on est plus à pousser à renouveler effectivement ce syndicalisme, à rebooster ce syndicalisme. Je crois qu'il y avait une dernière question. Madame, une dernière question. Merci, Sybille Mertens de l'Université de Liège. Merci pour votre exposé. Et en même temps, je vous entends et je me dis, mais voilà, quelqu'un de formidable, mais qui représente une niche par rapport à l'ensemble du système financier. Or, on n'a qu'une vie, donc qu'est-ce qui est le plus utile aujourd'hui pour le faire avancer? Et autrement dit, est-ce qu'une action comme la vôtre, au-delà du fait qu'elle est sympathique et que vous rassemblez des citoyens qui vont financer des projets vertueux, et on a l'impression que ça, c'est une petite bulle par rapport au reste. Est-ce que cette action-là influence le reste? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez, par exemple, que votre ancien employeur BNP est en train de s'inspirer de votre pratique pour changer? Oui, moi je suis persuadée que l'entrepreneuriat social, et c'est pour ça qu'il est parfois mal compris, il a un impact qui est plus fort que son activité. Il a une capacité de transformation et de proposer des modèles économiques alternatifs pour montrer en fait que cette forme de développement est possible. Parce que si c'est pas au sein de l'entreprise qu'on va créer cette forme, à une certaine taille en tout cas, cette créativité qui est nécessaire. Et justement, on a besoin de cette innocence. Moi, je sais que le fait d'avoir commencé à 23 ans
à développer une boîte dans la finance, ça a fait que je l'ai développée avec mes connaissances de 23 ans. Enfin, à part avoir fait que 2-3 études sur des algorithmes financiers, sur les marchés, c'est pas ça qui m'a permis de comprendre la manière dont fonctionnait le secteur financier. Donc j'ai voulu développer un truc qui était quelque chose que je comprenais sans tout le dogme des acteurs financiers. Parce que quand on a été les voir, ils nous ont dit quoi ? Faire investir des citoyens ? Non mais ils comprennent rien, vous n'allez pas les faire investir. Vous devrez monter une petite plateforme de dons. Enfin, on a subi un mépris pas possible des acteurs financiers quand on a démarré, quand on allait les voir. Le fait que je sois une femme, ça n'a pas aidé non plus, parce que c'est un secteur qui est assez quand même uniforme sur sa représentation, disons, et sur et des lieux de provenance, etc. des gens, et des compétences, et du capital culturel et économique qu'on a. Donc je pense que cette innocence, elle est nécessaire pour créer ces nouveaux modèles, et que ces nouveaux modèles, d'ailleurs, ils infusent. Et ils infusent très concrètement. Nous, on travaille avec tous les acteurs financiers, on est vraiment un acteur du dialogue. Même si on est radical sur nos valeurs, on travaille avec tous les acteurs, et on voit que ça fait imaginer de nouvelles choses, qu'il y a même des partenariats qui peuvent se créer à certains niveaux. Par exemple, avec BNP, il y avait des agences en Occitanie qui voulaient aider leurs épargnants à investir dans des projets durables au niveau local. On leur a développé un outil qu'ils utilisent pour créer ces circuits courts au niveau local. Donc non, ça infuse. Le discours, il infuse aussi. Et tout le discours qu'on porte collectivement, parce que moi, je ne suis pas seule, je suis avec 10 000 dirigeants en France dans notre mouvement, ce discours-là, qu'il ait une portée médiatique, qu'il ait une portée politique, etc., même si nous, on ne fait pas de politique et on défend une forme d'économie et pas un gouvernement ou une idéologie politique, ça, derrière, a des impacts naturels auprès de toutes les entreprises. Nous, par exemple, il y a La Poste et Arkea qui nous ont rejoints, quand même. Et alors qu'on crée une alternative au MEDEF, jamais on pensait que... on voulait faire une prophétie autoréalisatrice quand on disait on va créer une alternative au MEDEF. On était 200 entrepreneurs sociaux. Et finalement, 2 ans plus tard, c'est 10 000 dirigeants avec des boîtes comme ça qui nous rejoignent parce qu'ils croient en cette transformation. Et non, je pense que vraiment, un petit acte entrepreneurial, s'il est porté avec conscience et intelligemment et dans l'externe et qu'on en parle, ça fait changer le système. Mais oui, avec nos petits bras, on ne va pas tout changer. Et ça doit infuser effectivement toutes les sphères, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail de pédagogie et qu'on fait aussi des conférences, etc., pour créer la fibre. Est-ce qu'il y en a qui ont la fibre entrepreneuriale ici? Combien d'entre vous, je peux faire un petit questionnaire comme ça, combien d'entre vous ont envie d'entreprendre ici? Une trentaine. Génial, donc ça fait déjà pas mal de nouvelles boîtes à financer pour la région. Combien ont envie de travailler en politique pour transformer l'économie en politique? Ok, en tout cas, voilà, transformer l'économie et la mettre au service de la durabilité, c'est partout. C'est partout dans toutes les sphères de l'économie culturelle, de la société. Et j'espère que ça vous a plu, du coup. Ouais, mais on va sonder une autre actrice de terrain, mais sur un plan politique cette fois, puisque nous avons Barbara Tract avec nous, ministre écologique de la transition économique. Merci Eva Sadoun. Madame Tract, en un peu plus de 20 ans de carrière, j'ai connu quelques ministres de l'économie, mais c'est la première fois que je rencontre une ministre de la transition économique. Alors, j'allais dire question toute simple, mais au cours de cette législature, sur le territoire bruxellois, quel est le projet qui, d'après vous, porte le mieux cette transition économique sur le territoire bruxellois? Je prends votre micro. Oui, en fait, peut-être ce dont je peux témoigner, c'est en rebondissant sur la dernière question, c'est sur le fait que, effectivement, ça infuse. Ça infuse, en tout cas, auprès des pouvoirs publics et auprès de notre manière, nous aussi, de financer les entreprises, qui est un des leviers qu'on a au niveau régional pour agir sur l'économie. Et donc, on travaille notamment à instaurer ces critères de financement aussi dans les outils économiques régionaux. On voit, et je pense que ce sera ça, effectivement, la force de la taxonomie, de donner le là aussi à d'autres investisseurs, donc, y compris évidemment aux banques, et aux citoyens qui ont un petit peu d'épargne, qui se disent, en fait, moi, une manière d'agir, c'est aussi... j'aimerais bien agir en fait en investissant dans une entreprise que je connais, une entreprise de l'économie réelle, une petite ou moyenne entreprise bruxelloise, comme vous les avez, bruxelloise, ou d'un territoire, en l'occurrence le territoire bruxellois. C'est aussi une manière d'agir pour le climat et pour les questions sociales. Donc ça, on le voit
tous les jours auprès des citoyens, auprès des investisseurs avec lesquels on travaille. La société d'investissement bruxelloise, c'est avec des banques, c'est avec eux que nous avons transformé notre stratégie d'investissement en y intégrant des critères. Et on le voit petit à petit avec effectivement le là qui sera donné par la taxonomie, par exemple. Donc ça infuse. Je pense que la question compliquée, c'est vraiment cette question des critères. Parce qu'à la fois, il faut des critères intentés, où on analyse une entreprise et ses performances, y compris sur les externalités, ce qui aujourd'hui est considéré comme des externalités, c'est-à-dire les impacts sociaux et environnementaux à intentés, mais aussi leur possible évolution. On ne peut pas exclure des financements des entreprises qui aujourd'hui n'ont peut-être pas un bilan génial, mais qui s'engagent à évoluer. Donc c'est pas simple parce que c'est des critères évolutifs. Et en même temps, il faut que ce soit assez simple parce que quand on parle de petites entreprises ou de moyennes entreprises qui n'ont pas spécialement dans leur équipe des gens qui sont spécialisés dans la rédaction de rapports, etc., il faut que ce soit très simple pour elles pour comprendre et pour s'y engager. Donc pour moi, ça c'est la question sur ce débat-là du financement et d'accompagnement de la transition, c'est ça la question du jour et la question sur laquelle on a besoin des chercheurs. Et moi, ma question, c'était de savoir sur quel projet vous étiez, j'allais dire, dont vous étiez la plus fière au niveau de cette transition, au niveau bruxellois. Mais donc, ce qu'on vient juste de mettre en place, c'est ce qu'on a appelé le projet de transition économique, la stratégie de transition économique, où effectivement, on intègre des critères de financement, mais pas seulement, parce qu'à côté, effectivement, du financement, il va falloir accompagner les entreprises dans leur transition. Donc, on a à la fois des critères qui sont congruents dans la recherche et le développement, dans l'accompagnement des entreprises, dans l'hébergement. On essaie d'attirer sur le territoire bruxellois des entreprises qui produisent, de rapprocher finalement la production des consommateurs bruxellois. Et dans le financement, ça c'est le projet dont on est le plus fier aujourd'hui, notre stratégie de transition économique, qui s'inspire d'ailleurs de la théorie du donut et pour laquelle on a eu la collaboration de chercheurs qui sont ici présents et que je remercie. Géraldine Thierry, donc, notamment. C'est le projet dont on est le plus fier et le plus complet qu'on vient donc de sortir, qui s'appelle Shifting Economy et que vous pouvez trouver donc, en le tapant simplement dans Google. Merci, Madame Trecht. Merci à vous. Sans transition, sans mauvais jeu de mots, on continue avec le travail que certains étudiants ont réalisé. On va voir aujourd'hui quels sont les outils de sensibilisation qui peuvent aider justement à changer structurellement le fond. Et donc, je vais appeler tour à tour quelques étudiants qui ont travaillé sur des projets. Tout d'abord, peut-être pas une étudiante, mais Marion de Backer, qui travaille pour Climate Voices, avec mon meilleur accent anglais. Ouais. Et donc, je vais vous demander de présenter votre projet. Oui, allez-y, on va monter. Alors, en quoi consiste votre projet ? Donc bonjour à toutes et à tous. Alors Climate Voices crée des contenus éditoriaux, par exemple des reportages ou comme vous allez le voir les vidéos plus tard. Et puis Climate Voices aussi sensibilise, donc on est dans les écoles, les hautes écoles, les universités comme je l'ai fait ici le premier semestre de l'année académique, avec entre autres la fresque du climat que certains d'entre vous ont eu, mais aussi à l'aide de ces contenus éditoriaux. Donc, par exemple, on va dans des pays qui ont déjà mis en place des communautés, qui ont déjà mis en place des initiatives positives pour lutter contre le changement climatique. Et grâce à ces contenus éditoriaux, ces récits, on revient avec ces récits dans les écoles et on les sensibilise aux solutions positives, à ces initiatives positives. Et puis, on est aussi à l'initiative du Climate Show, qui est un spectacle qui a lieu pour le moment jusqu'au 30 juin à Belle Expo, au Ezel. Et donc là, qui montre en fait les freins au changement, mais surtout les leviers qui existent pour pouvoir aller de l'avant et changer concrètement nos comportements individuellement, politiquement et économiquement aussi. Donc ça, c'est le projet de Climate Voices.
vaste, mais très positif. Et puis là, ici, donc, dans le projet de l'ARES, j'ai eu l'occasion de donner les fresques du climat aux différentes universités. Il y en avait combien 7 ou 8. Donc voilà, là j'ai donné des fresques du climat, donc dans tout ce qui est les activités de sensibilisation de Climate Voices. Et concrètement, pourriez expliquer ce qu'étaient ces fresques? Oui, donc la fresque du climat, c'est un outil qui a pour but, en intelligence collective, d'expliquer les causes et les conséquences du changement climatique. Le jeu, il est basé sur les rapports du GIEC et il a cette force de montrer concrètement l'impact que nos activités humaines ont sur l'environnement, mais surtout sur nous, les humains. C'est pas trop déprimant? La fresque du climat, les sujets sont effectivement pas hyper enthousiasmants, mais pour le coup, les échanges qu'on a, les discussions qu'on a après la fresque du climat mettent le focus sur les solutions et elles existent. Et donc du coup, c'est déprimant certes, mais ça donne aussi plein d'espoir dans les échanges qu'on a utile. ensuite. Vous le sentez au niveau de votre travail quotidien, c'est porteur d'utilité? Tout à fait. Donc moi, j'ai l'occasion de donner la fresque du climat à différents publics, donc à des entreprises, à des écoles secondaires inférieures et supérieures, mais aussi du coup à des universités, des hautes écoles. Les échanges et les discussions qu'on a avec les participants sont toujours différents, et c'est ça la force aussi de l'outil de la fresque du climat. C'est d'avoir des échanges qui sont très en lien avec le secteur dans lequel l'entreprise évolue, les étudiants, dans l'étape de vie dans laquelle ils se trouvent. Mais ça a un réel impact et ça permet en tout cas de pousser la réflexion et de mettre le point sur les solutions existent. Voilà, si vous avez lu la dernière partie du rapport du GIEC, ils le disent encore et encore. Et donc, nous, on veut appuyer là-dessus, c'est les solutions existent. J'ai eu une petite anecdote. On aime ça, les anecdotes. Dans la fresque, après la fresque du climat que j'ai donnée à l'ULB, il y a un étudiant qui m'a demandé, et la question était super juste, justement face à ces sujets qui peuvent parfois être déprimants, il m'a demandé, mais en fait, ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelles sont les solutions? Et donc, du coup, oui, elles existent. Cette question-là a permis justement de challenger et d'un petit peu débattre sur quelles solutions peuvent être mises en place. Et au niveau individuel, les étudiants peuvent changer leur comportement, ils peuvent s'engager dans des associations d'étudiants, faire partie de comités éco-team, comme parfois on les appelle. Mais surtout, là où on peut vraiment avoir un impact, c'est que ces étudiants, demain, vous allez choisir votre métier, qui sera peut-être aussi entrepreneur sociaux, qui sait. Et donc là, vraiment, il y a un impact par rapport à cette réflexion-là qu'on peut mettre avec cette petite graine qui est la fresque du climat dans la tête des étudiants, de se dire, en fait, vous pouvez avoir un impact avec le métier que vous allez choisir demain. Voilà. Merci Marion pour ce témoignage. Et maintenant, j'appelle deux étudiantes, en fait pas deux autres, les deux premières étudiantes de la soirée, Juliette Dambourg et Amandine Malot. Je les invite à nous rejoindre sur scène. Mademoiselle. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce que vous pourriez nous expliquer en 2-3 minutes en quoi consistait votre projet? Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes étudiantes du Master de spécialisation en économie sociale qui est co-organisé par l'Université de Liège et l'UCL. Donc, dans ce projet, en fait, on a, dans le cadre de ce master, on a rencontré 6 organisations de l'économie sociale sur Louvain-la-Neuve. Donc, dans le but de ces rencontres, on voulait savoir quel était le positionnement de ces entreprises par rapport à la transition écologique et sociale. Donc, on a utilisé une grille qui combine... la première approche, elle est issue des théories sur l'innovation sociale. Donc, elle contient 4 axes. Et la seconde approche, c'était plus sur les transitions écologiques et sociales. Donc, les 4 premiers axes... le premier axe, c'est par rapport à la gouvernance, donc à quel point est-ce que l'entreprise est démocratique ou pas. L'axe 2, c'était plutôt sur le collectif,
Donc à quel point est-ce que les parties prenantes ont la place pour participer dans l'organisation. Les ressources pour l'axe 3. Donc c'est l'hybridation des ressources, c'est est-ce qu'il y a une seule source de financement ou plusieurs sources de financement pour l'entreprise. Et en l'axe 4, c'est le territoire, donc quel est le lien au territoire par rapport à dans lequel donc l'organisation se situe. Donc les axes suivants, c'est le positionnement par rapport à la transition écologique et sociale. Donc notre axe 5, c'est à quel point est-ce que le discours sur la transition est mobilisé par l'organisation. L'axe 6, c'est la rupture avec l'existant, donc les pratiques existantes. Le 7, donc ce sera l'indépendance par rapport au système et au régime. Et alors le 8, c'est à quel point dans ces pratiques l'organisation met en place vraiment des fonctionnements écologiques. Alors moi, je vais juste vous présenter un petit exemple. Donc on a été à la rencontre de 6 organisations, et je vous en donne un. Donc c'est l'ASBL Alimentaire, c'est une épicerie bio solidaire à Louvain-la-Neuve. Je me lève comme ça, je vois aussi. Et donc on peut voir au niveau... Donc ici on a les 8 axes dont Amandine vient de vous parler. Et donc au niveau des pratiques de l'organisation, donc les axes 1 jusqu'à l'axe 4, on voit qu'on se situe vers le niveau 2 plus ou moins. C'est-à-dire par exemple au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire que c'est une ASBL qui va essayer d'impliquer ses parties prenantes. Et donc par exemple elle va réussir à impliquer les voisins qui sont donc qui habitent proche de l'ASBL. Ensuite, ça c'est fortement lié aux axes 2 et 4. Donc la SBL va essayer d'informer les voisins, de les faire participer à des activités qu'elle va organiser. Au niveau de l'axe 3, donc ici on voit les ressources, on va voir que la SBL va réussir à hybrider les ressources, donc à mobiliser des ressources bénévoles, elle va pouvoir avoir des subsides aussi, et forcément elle va avoir des revenus qui sont marchands, issus des ventes de ces produits. Au niveau ensuite du positionnement de l'ASBL par rapport à la transition écologique et sociale, donc les axes 5 à 8, on peut voir que c'est un peu différent. Et par exemple ici, au niveau de la rupture, donc on va voir que l'ASBL va vraiment se positionner en rupture avec le système existant. Elle va dire qu'elle va mettre en avant plus l'inclusion et la mixité sociale plutôt que rechercher à vraiment faire du profit. Donc ça, c'est une grosse caractéristique de l'ASBL. Au niveau de l'indépendance par rapport au système existant, elle ne va pas être totalement indépendante parce qu'elle est obligée de travailler avec des entreprises conventionnelles, mais elle va essayer de le faire le moins possible. Et au niveau des 2 derniers axes, on va voir que ce n'est pas une ASBL qui va vraiment mobiliser le discours de la transition, ni qui va essayer de mesurer son empreinte environnementale. Elle va vraiment plutôt mettre en avant les actes, donc les actes, essayer d'inclure et de mixer plus socialement plutôt que de parler. Voilà, c'était la personne que j'ai rencontrée qui mettait vraiment ça en avant. Et donc en fait, ici, juste pour vous montrer, donc on a rencontré 6 organisations et on peut voir que les sortes de toiles d'araignée qui en résultent peuvent être super différentes. Donc les organisations peuvent se positionner de façon très différente par rapport à leurs pratiques et par rapport à leur positionnement par rapport à la transition écologique et sociale. Donc c'était tout ce qu'on avait à vous présenter pour nous. Et c'était très bien. Mais qu'est-ce que vous en avez retiré finalement de votre travail, dire, le lien entre l'économie sociale et la transition? Comment vous la voyez pour le futur? Tout ce travail, vous en retirez quoi finalement? Donc ce qu'on a pu voir, nous, c'est que les entreprises qui sont actives dans l'économie sociale, elles ont un potentiel peut-être plus grand à être ouvertes à la transition, aux enjeux de transition écologique, parce qu'on parle d'économie sociale, donc forcément elles sont dans le social, mais elles sont aussi plus enclines à développer, à mesurer leur impact ou à faire en sorte que leur impact soit plus grand. Voilà globalement ce que je peux en retirer. Pour ma part, pour se rendre compte, ce qui m'avait frappé, c'est que certaines entreprises en fait, existent depuis longtemps,
sont déjà dans cette dynamique, mais n'ont pas nécessairement le discours qui va avec, et pourtant influencent énormément de nouvelles entreprises qui se créent actuellement. Parfait. Merci à toutes les deux, en tout cas. Alors, je m'excuse déjà à l'avance pour la troisième étudiante que je vais appeler maintenant, d'écorcher son nom, Emila Oxhage. Je ne sais pas si je présente correctement, c'est juste, parfait, de l'Université de Mons, qui va nous parler de finances sociales. C'était parfait. Projet. Alors, du coup, je suis étudiante à l'UMONS et on avait un travail à réaliser pour notre cours de microfinance et finances sociales. Donc, je représente un groupe de 3 personnes. Donc, je suis vraiment l'image ici de ce travail-ci. Et on a essayé de voir un peu comment la finance sociale pouvait participer à la transition vers la durabilité. Et donc, on va un peu expliquer les enjeux, qu'est-ce que c'est la durabilité, et des exemples d'organisations qui répondent à ces besoins. Et voilà. Donc, je me mets comme ça, je vous vois aussi. Alors, qu'est-ce que c'est la durabilité? Donc, la définition du développement durable, c'est vraiment un développement qui va pouvoir répondre aux besoins présents, mais aussi aux besoins des générations futures, sans impacter celles de maintenant. Et donc, ça va vraiment se reposer sur 3 piliers importants, ce qui est l'économie, l'environnement et le social, et ces 3 piliers vont être interconnectés. Et donc, ensemble, ils vont pouvoir permettre d'avoir une société vivable, supportable et équitable. Donc, actuellement, comme la première intervenante l'a dit, Eva, il y a eu vraiment une prise de conscience de la population, des citoyens, après la crise financière de 2008. Donc, on s'est retrouvé avec une crise qui a touché beaucoup de pays en Europe, dont la Grèce, on a vu la crise financière. C'est vraiment l'argent des contribuables qui a pu sauver ces banques-ci. Et donc, une méfiance s'est développée par rapport un peu à tout ce système financier, systémique, qui a eu beaucoup de conséquences. Et un peu sur les logiques spéculatives qu'il y a derrière, à court terme, de profit, sur des besoins du système financier, du système banquier, sur quelque chose de plus responsabilité sociétale. Et donc on se retrouve aussi avec dans un enjeu où le dernier rapport du GIEC a dénoncé l'urgence climatique. On a beaucoup de mouvements dans la rue, des jeunes notamment, qui dénoncent cette urgence. On a vu les inondations en Belgique avec beaucoup d'impact. Et on se demande un peu comment la finance a son rôle à jouer là-dedans. Et donc, notamment, on va désinvestir dans les énergies combustibles, on va plus investir dans les énergies renouvelables. Et du coup, la responsabilité sociétale, j'en ai parlé tantôt, et les technologies intelligentes vont aussi avoir un rôle plus important. Donc, on a tous une banque, on fait tous des virements, la banque récolte des données. Est-ce que cette finance-là sera transparente ou n'est plus démocratique? Donc ça, c'est vraiment des enjeux qui vont jouer dans la finance sociale. Et donc, notamment, on a, avec notre groupe, sorti des exemples. Et notamment... Ah, attends, refais une fois. Désolée, on n'avait pas préparé. Ah ouais, voilà, super. Bah, on n'avait pas préparé comme ça. On avait juste préparé en discutant entre nous. Mais donc, voilà. Alors... Donc, la première association qu'on voulait vous présenter, qui participe au développement durable, et ici, c'est vraiment voir comment elle participe, c'est l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale. Donc, eux vont vraiment participer à des projets sociaux et environnementaux et vont vraiment donner un but à l'argent comme un acteur de changement et quelque chose de significatif. Et donc, l'argent n'est pas la finalité, mais un moyen vers des enjeux durables et sociaux. Et donc, notamment, ils vont investir dans des projets d'environnement, développement durable, donc l'énergie verte, l'énergie verte,
Ils vont investir dans les éoliennes, dans la reconstruction avec des meilleurs isolants, etc. Le développement social, financer des entreprises de insertion, des coopératives, tout ce qui est économie sociale, les relations entre le Nord et le Sud. Donc on va investir dans le commerce équitable, dans la microfinance, donc permettre aux personnes exclues d'un système financier de pouvoir avoir un crédit, de pouvoir financer leur entreprise, enfin pas leur entreprise mais leur projet en tout cas. L'enseignement et la formation, les soins de santé, donc ça c'est vraiment des droits fondamentaux qui ne sont pas encore accessibles à tous dans le monde. Du coup c'est vraiment investir dans ces projets-là et l'art et la culture pour permettre d'émanciper un maximum de personnes. Ensuite, on a choisi aussi une deuxième organisation à vous présenter, donc c'est Crédal. Donc, c'est une coopérative d'épargne et de crédit belge. Donc, les personnes qui décident de choisir Crédal vont choisir d'investir leur argent de manière durable. Et ensuite, la coopérative va donner des crédits. Ils vont donner 3 sortes de crédits. Donc, les crédits pour les entrepreneurs, ceux qui sont exclus du système financier parce qu'ils n'ont pas les critères de base. Donc, on va les donner à des petits particuliers qui veulent investir dans le social ou dans le développement durable, à qui le monde classique ne va pas forcément trouver ça rentable ou ne va pas avoir vraiment des critères de rentabilité. Désolée, je vais répéter. Et du coup, voilà, les crédits vont aussi avoir des projets entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment la finalité qui va être analysée. Ensuite, des crédits personnels. Donc ça, c'est vous qui pouvez recevoir un crédit de Crédal. Et ensuite, du coup, en conclusion, on peut vraiment dire que la finance va contribuer à la transition vers la durabilité, notamment en finançant l'économie réelle. Donc, on va se retirer un peu de tout ce qui est la finance spéculative qui a fait défaut surtout dans la crise de 2008. Donc on va financer des projets avec une finalité sociale et environnementale en étant rentable. Et notamment les deux organismes qu'on vous a présentés, les organisations, vont permettre aussi d'avoir des services de conseil et d'information pour au mieux accompagner tous les projets. Et ensuite, la finance sociale va contribuer à la transition vers la durabilité avec des valeurs fortes. Et donc, notamment, tous les processus vont être transparents. Dès que vous allez vous engager, vous investir ou placer votre argent ou recevoir de l'argent, tous les objectifs et où votre argent part ou vient sera transparent. Et ensuite, ça va permettre aussi d'avoir une équité envers tout le monde et que chacun puisse avoir accès à la finance. Voilà. On poursuit cette soirée avec un deuxième panel, mais avant cela, d'abord je signale que cette soirée est enregistrée, comme ça si jamais vous voulez la revoir, ce sera toujours possible. Pour ce deuxième panel, on va regarder d'abord 2 vidéos sur les communs et le donut. Voilà, je ne sais pas si la régie est prête pour lancer ces vidéos. Qu'ont en commun un pâturage, une éolienne citoyenne et Wikipédia? Les 3 sont des exemples d'application du concept des communs. Mais qu'est-ce qu'un commun? Le système des communs représente une situation d'action collective, c'est-à-dire une action conjointe ou concertée menée par plusieurs acteurs en vue d'objectifs communs. Cependant, les théories économistes ont tendance à être plutôt pessimistes concernant l'action collective. En effet, lorsqu'on se réfère à l'action collective, on parle souvent de dilemme social, qui est une situation où les individus préfèrent poursuivre leur intérêt
individuel à court terme plutôt que l'intérêt commun à plus long terme, alors qu'ils auraient tout à gagner à coopérer. Pour faire le lien avec la notion des communs, on peut prendre l'exemple de la théorie de la tragédie des communs développée par Hardin en 1968. Cette théorie est particulièrement influente en économie et elle affirme qu'une ressource commune, c'est-à-dire une ressource qui est la propriété d'une communauté d'acteurs ou qui est en libre accès, est condamnée à être surexploitée et donc à être détruite. Alors cela peut sembler un peu pessimiste. Cependant, Elinor Ostrom, qui est une économiste américaine, prix Nobel d'économie, a montré que dans de nombreux cas, des collectivités étaient capables de gérer durablement et de façon collective leurs ressources tout en évitant la surexploitation. À partir de ces travaux, on peut identifier 3 concepts fondamentaux pour expliquer un commun. Tout d'abord, il y a la nature du bien, c'est-à-dire la ressource commune ou mise en commun. Ensuite, il y a le régime de propriété commune. Dans ce cas, la ressource est détenue de manière commune et indivisible par l'ensemble des membres de la communauté qui ne peuvent pas revendre leurs droits sur celle-ci. Et enfin, un système de gouvernance, c'est-à-dire en fait un ensemble de règles que la collectivité a définies collectivement et qui permet de gérer la ressource de façon durable. Un exemple de ressource commune étudiée par Elinor Ostrom est une zone de pêche à Alanya en Turquie. Le stock de poissons était une ressource commune menacée de destruction à cause de la surpêche. Mais la communauté de pêcheurs a été capable de s'organiser, de définir collectivement un ensemble de règles qui ont permis de gouverner de façon durable cette ressource naturelle. Pour résumer, les communs représentent un système de gouvernance qui est différent de celui de l'État ou du marché. Il s'agit ici de la coproduction de règles qui va permettre de gérer collectivement et durablement une ressource commune. Les études sur les communs se sont beaucoup développées ces dernières années. Plutôt que de se concentrer sur les caractéristiques de la ressource, les chercheurs se sont aujourd'hui de plus en plus focalisés sur le concept de commoning, c'est-à-dire le processus par lequel une communauté de personnes travaille en commun à la poursuite du bien commun. Des nouvelles ressources ont également été reconnues comme des communs. On parle alors de nouveaux communs. On parle alors de ressources tangibles ou intangibles qui sont gérées collectivement par un ensemble d'individus ou d'organisations. Aujourd'hui, la notion de commun est mobilisée généralement dans 3 grandes situations. Une première situation est la lutte contre la commodification, c'est-à-dire la marchandisation d'un bien ou un service qui est considéré comme public. Cette notion a par exemple été mobilisée par les citoyens lorsqu'il a été question de privatiser l'eau dans la ville de Naples. La deuxième situation concerne le risque grandissant de tragédie des communs, c'est-à-dire la nature rivale des biens plus importante. C'est le cas par exemple des biens communs globaux, comme l'eau, l'Antarctique, les larges forêts, l'océan, la biodiversité, etc., etc. Tout ceci était vu comme des biens publics, c'est-à-dire inépuisables, et dont le caractère rival, c'est-à-dire le risque de surexploitation, est maintenant très perceptible. Troisièmement, dans le cadre de nouvelles pratiques de gouvernance collective de ressources partagées. Par exemple, le cas des éoliennes ou des potagers collectifs. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, on vous propose de découvrir sur le terrain un cas de commun. Alors ici, on est sur le Grand Bois commun. C'est un rêve au départ de quelques potes qui ont constaté que le bois était à vendre, que le bois avant ça était fermé et c'était la volonté de se dire qu'il y avait là une opportunité de rendre accessible à tous un formidable territoire écologique. Au départ, quand on était 5 à initier le projet, il y a quelque chose de très organique. C'était magnifique de vivre ça de cette façon-là. Mais on se rend bien compte qu'à plus de 2000 coopérateurs, plus l'ouverture à différents usagers, on a besoin de règles. Et on se rend compte que les communs qui se pérennisent et qui fonctionnent sont les communs qui prennent le temps du partage de la règle, de la compréhension de la règle, de la pertinence de la règle. Et donc ça, il n'y a aucune recette qui viendra nous donner la solution, c'est un travail et un échange permanent. La plus grande joie et le plus grand défi sont probablement les mêmes, pour moi en tout cas, je crois pour beaucoup d'autres. C'est le fait d'y aller. On ne sait pas très bien où on va aller, comment on va y aller, mais animé par des valeurs communes, on va aller quelque part et à beaucoup et ensemble. Mais en même temps, c'est des gens qui gardent leur sensibilité, leurs énergies, leurs histoires. Et donc comment on fait pour travailler ensemble aux défis que représente quand même
à tel enjeu, quoi. Comment on fait? Il y a des difficultés, franchement. C'est pas simple tous les jours, mais cette volonté de traverser et d'aller quelque part ensemble, on ne sait pas très bien où, mais d'y aller ensemble, c'est juste sublime. Difficile parfois et sublime. Voilà. Et la deuxième vidéo sur la théorie du donut. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble d'un concept économique, oh non, ma foi, c'est sympa, le donut. Et pour ça, nous allons interviewer Géraldine et Philippe. On a longtemps cru qu'une croissance économique infinie était possible et désirable. Et pourtant, de nombreux travaux scientifiques récents nous montrent de plus en plus les limites et les dérives de ce modèle de croissance. Mais il y a encore beaucoup d'acteurs politiques et économiques qui pensent que la croissance est bénéfique, non? Oui, car effectivement, la croissance économique, elle a contribué pendant longtemps à améliorer le niveau de vie des gens. Mais depuis une quarantaine d'années, elle est devenue de plus en plus inégalitaire et elle s'accompagne de dégâts environnementaux extrêmement importants et potentiellement irréversibles. C'est pour cela que de nombreux travaux scientifiques appellent à revoir le modèle économique fondé sur la croissance et à s'orienter vers des manières de produire et de consommer qui soient plus soutenables et plus socialement désirables. Franchement, super programme. Après, dans la pratique, est-ce qu'on est vraiment prêt à changer tout ça? Ça semble plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. C'est pas facile de changer nos habitudes, nos routines. Changer fondamentalement nos manières de faire se heurte à des obstacles psychologiques, historiques, institutionnels, politiques, sociaux et j'en passe. Pourtant, il y a du changement. Il y a par exemple des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à adhérer aux objectifs du développement durable de l'ONU. Les technologies sont de plus en plus vertes et l'économie circulaire a le vent en poupe. Oui, c'est vrai. Mais tout changement est-il bon à entreprendre? Dans quelle direction aller? Quel horizon viser? Et c'est ici que le donut entre en jeu. Mais c'est quoi cette théorie du donut? Eh bien, il s'agit d'un modèle qui nous fournit une boussole qui permet d'orienter le changement dans la bonne direction. Une direction plus soutenable et plus socialement désirable. Le donut, en quelques mots, c'est d'abord un plancher social. C'est-à-dire un ensemble de seuils dans différentes dimensions, comme l'énergie, l'éducation, la santé, en dessous desquels personne ne doit se trouver. Le donut aussi, c'est un plafond environnemental qui reprend en fait l'ensemble des frontières planétaires qui, si on les transgressait, pourraient gravement déstabiliser la vie sur Terre. Et entre ces deux limites, on trouve un espace sûr écologiquement et juste socialement. Donc si je résume, il y a le plancher social, le plafond écologique, et nous on aimerait se situer entre les deux. Mais concrètement, comment on y arrive avec cette théorie? Dans son application concrète, le donut se décline en 4 lunettes qui sont interreliées. Imaginons qu'on l'applique à une ville, comme cela a été fait à Bruxelles ou à Amsterdam par exemple. Eh bien, on se poserait les questions suivantes. Qu'est-ce que cela signifierait pour les habitants d'un territoire de vivre une vie épanouie? Qu'est-ce que cela signifierait pour un territoire de prospérer dans son habitat naturel? Qu'est-ce que cela signifierait pour le territoire de respecter la santé de la planète? Et enfin, de respecter le bien-être de toutes les personnes à travers le monde? Mais plusieurs acteurs utilisent déjà une ou plusieurs de ces lunettes. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce donut? Alors la particularité du donut, c'est qu'elle nous force à poser toutes ces questions en même temps. En fait, le donut nous force à mettre face à face les conséquences environnementales et sociales de nos actions. Et ça nous permettrait peut-être de mettre le doigt sur les incohérences de certaines fausses bonnes idées qui, en fait, à très long terme, pourraient faire bien pire que mieux. Je vois. C'est donc un outil de conscientisation, c'est ça? Oui, mais pas que. Par sa facilité de lecture, à travers l'outil des 4 lunettes, en fait, le donut, c'est aussi un très bon outil d'intelligence collective. C'est vrai qu'en combinant regard critique et force de mobilisation, le donut pourrait contribuer à stimuler le changement. Et concrètement, comment on pourrait faire? On pourrait par exemple le décliner sur différentes échelles ou avec différents publics. C'est en fait ce qu'on a fait à Bruxelles. Concrètement, nous avons invité des entreprises, des associations, des décideurs et décideuses politiques à réfléchir à leurs pratiques, à leurs actions et à leurs stratégies par le prisme du donut.
Alors à ce stade, il reste encore beaucoup à faire, un grand chantier qui s'ouvre à nous. Ce qui est sûr, et c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, de mouvements, d'institutions qui sont en demande du changement et qui désiraient vraiment se doter du donut pour les aider dans cette démarche. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est Valérie Colonne? C'est moi. Voilà. Alors, vous avez travaillé sur un projet... On peut s'asseoir, ce sera peut-être plus... Okay. Vous avez travaillé sur un projet, le projet de l'extension de l'aéroport de Liège. Ouais. On a vu ici une vidéo très pédagogique, très utile, très instructive sur la théorie du donut. En quoi cette théorie peut être utile pour analyser ce projet d'extension de l'aéroport de Liège? Oui, alors du coup, ce projet, c'était aussi en collaboration donc avec le projet de l'ARES et aussi avec 2 associations de l'ULB. Je ne sais pas si je peux très vite fait les présenter. Oui. Donc il y en a une qui s'appelle Nexense et l'autre qui s'appelle Rethinking Economics ULB. Et donc ces 2 associations qui luttent pour justement intégrer toutes ces questions et tous ces défis environnementaux et sociaux qui se posent actuellement dans l'enseignement de nos cours. Donc nous, dans notre cas, à Solvay, mais du coup aussi en général à l'université et en haute école. Parce que voilà, on parle clairement, on l'a vu dans les vidéos, que l'économie actuelle, basée sur des principes de croissance permanente, mais aussi la vision très individualiste de la société que ça propose, c'est super problématique. Et donc on aimerait bien qu'en plus de super projets comme ceux-ci, il y ait vraiment un vrai changement fondamental au sein des cours. Voilà, ça c'est la petite présentation. Et pour revenir au projet ici, donc c'est un beau cas en fait, c'est un beau cas d'école. Voilà. Donc ça rentrait parfaitement dans ce qu'on essaye de montrer avec nos associations. Et donc ici, ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on analyse un projet avec justement toutes ces 4 lunettes, on s'est vite rendu compte de la liste des aspects très très négatifs de cette extension de l'aéroport de Liège. Je ne sais pas si je rappelle peut-être très vite fait. Oui, évidemment, on est là pour ça. Oui, voilà. Du coup, vous savez peut-être qu'il y a le géant Alibaba qui a débarqué à Liège. Donc l'extension de l'aéroport va servir en fait d'entrepôt pour pouvoir, c'est dans un projet d'extension de l'e-commerce, etc. Et le but, c'est de servir, de livrer toute l'Europe en produits Alibaba en 72 heures maximum, je pense. Donc c'est le super défi qu'Alibaba s'est lancé et la région wallonne a trouvé ça super de faire ça à Liège pour que Liège puisse être le leader de l'e-commerce et que voilà, qu'on a un avantage comparatif par rapport à d'autres pays européens pour ça. Sauf qu'évidemment, Alibaba, je pense que la plupart des gens savent que ce n'est pas vraiment le modèle d'entreprise qu'on a envie de soutenir et de soutenir. C'est pas vraiment vers ce modèle-là d'entreprise qu'on veut aller, comme on l'a vu avec les présentations de là tout à l'heure. Et donc on s'est rendu compte que voilà, dès qu'on regarde l'impact environnemental d'un point de vue de pollution de l'air, de pollution des eaux, de l'impact sonore aussi, j'imagine. Pardon ? Sonore aussi, j'imagine. Voilà, pollution sonore. Il y a aussi beaucoup de champs, il y a beaucoup d'agriculture aussi dans cette région-là. Pour les habitants, en termes de logement, etc., en termes de bétonisation des sols. En termes bref, il y a plein d'aspects socio-environnementaux qu'on a pu analyser et on s'est rendu compte qu'en fait, les avantages, on avait du mal à les trouver. Parce que la région wallonne les a soutenus, c'est quand même qu'il y avait quelque chose de positif derrière, notamment en termes d'emploi, c'est quand même souvent quelque chose qu'on met en avant. C'est ça, donc on met en avant l'emploi, sauf qu'en fait, c'est de l'emploi déjà souvent très précaire, très mal rémunéré, dans des conditions de travail qu'on a parfois du mal à surveiller correctement, et dans des conditions de travail qui seront certainement pas optimales et qui poussent de nouveau un peu à pousser en fait les conditions de travail vers le bas plutôt que vers le haut, avec des salaires très faibles évidemment. Et surtout, j'ai plus exactement les chiffres, mais c'est même pas tellement d'emplois.
au vu de l'investissement qui est de 1 milliard d'euros de la part de la donc région. Si je reprends la vidéo tout à l'heure, même le plancher social, donc les besoins de base vitaux, entre guillemets, qui devraient être assurés, ne le sont pas vraiment avec ce projet d'extension. Pas du tout, plutôt exactement le contraire. Il y a plutôt des aspects négatifs, que ce soit pour les habitants, pour les travailleurs, même pour la région qui a... Si elle avait investi ce milliard d'euros dans des entreprises wallonnes, dans des petites PME, dans des entreprises environnementales, ça aurait créé de l'emploi aussi. Donc c'est plutôt un aspect négatif, même qu'un aspect neutre. Un donut indigeste, donc. Voilà, tout à fait. Alors, Léa Gaspard, de HE2B, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez travaillé sur les quartiers durables. Alors, c'est vrai que les contrats de quartier, on en entend parler depuis très longtemps. En quoi, ici, la théorie du donut a pu être utile pour analyser ces contrats de quartier? Et là, plus spécifiquement pour les Marolles, je pense. Hein. Oui, ouais. c'est ça. Donc, dans nos études, on s'intéresse un petit peu justement au fonctionnement des contrats de quartier. Ici, voilà, on a donc exactement étudié plus pour les Marolles, qui est un quartier, je pense, qui a tout l'intérêt justement d'utiliser ces 4 lunettes-là. Dans une volonté d'une transition. Je vais juste faire une petite digression. Vous l'avez choisi pourquoi, ce quartier? Parce que c'est un quartier très connu, très chouette, très sympa, mais pourquoi vous avez sélectionné ce quartier des Marolles au départ? Alors, et pas un autre premièrement, parce qu'il y a à Bruxelles énormément de quartiers, je pense, qui demandent une étude pour aller vers cette transition. Et que parmi tous les choix qu'on a, les Marolles, qui est un quartier quand même très connu, représentatif déjà d'une grande partie de Bruxelles, est déjà le premier à avoir tout l'intérêt d'étudier ça, avec des personnes qui sont soit dans le besoin de réinsertion professionnelle. Il y a aussi beaucoup de logements qui sont en fait laissés à l'abandon, de bâtiments qui sont dans le besoin aussi d'être occupés, d'être des territoires qui sont là et dans l'attente de projets. Et donc, je pense que les Marolles représentent vraiment un quartier où il faut aligner l'intérêt de quelque chose de social et en même temps l'intérêt environnemental, parce qu'il y a énormément de pollution là-bas, de production de déchets et de déchets. Pour ceux qui ne connaissent pas le quartier, quel type de pollution, notamment environnementale? Les déchets des habitants du quotidien, les déchets qui sont laissés à l'abandon dans le quartier, comme on peut le voir en fait dans tout Bruxelles, même s'il y a des quartiers où je pense que les communes sont peut-être plus proactives en fonction de la situation économique, la situation sociale, etc., pour plein de raisons. Mais les Marolles, c'est vrai que quand on se balade, vous allez sûrement voir, il y a un grand marché, par exemple, sur la grande place en pavé, ça déborde de déchets. Ça déborde de déchets et les habitants du quartier sont, je pense, aussi dans le besoin qu'on fasse quelque chose. Donc on a remarqué que utiliser ces 4 lunettes-là dans vraiment les contrats de quartier, ça a pu déjà, d'une part, on a vu dans plusieurs études, ça a pu réinsérer des gens dans le monde professionnel, les former, que ce soit par exemple l'article 60 du CPS. Je ne sais pas si tout le monde a des notions là-dedans, mais c'est des gens qui sont vraiment dans une attente de réinsertion, voilà, qui sont là et qui veulent vraiment se reprofessionnaliser. Et on se rend compte que de l'autre côté, en fait, on est dans une espèce de volonté de mobilité douce. Il y a une émergence des vélos cargo à Bruxelles. Il y a vraiment une émergence de toute cette mobilité, qu'on se questionne. Cette micro-mobilité. Micro-mobilité, exactement, merci. Et donc, il y a énormément de besoins comme ça qui peuvent se rencontrer, d'enjeux qu'on peut vraiment allier en même temps. Et en fait, donc il y a eu, je vous avoue que honnêtement, je me souviens plus exactement des chiffres, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont pu quand même, du coup, se réinsérer dans ce monde-là, qui ont trouvé un travail et qui en même temps ont profité à diminuer leur empreinte carbone, qui ont pu qui ont pu profiter aussi à des entreprises, du coup, dans leur intérêt économique, de pouvoir se déplacer plus vite, d'avoir plus de rendement. Et il y a eu plusieurs exemples comme ça dans les études qu'on a vues, notamment un collectif, une ressourcerie qui a été ouverte. C'était donc une étude qui a été menée en 2009. Et cette ressourcerie a vraiment permis d'observer que sur tous les objets qui se trouvent dans la rue, tous les déchets, il y avait plus de 52%, si je ne me trompe pas, qui pouvaient être récupérés et revalorisés. Donc on se rend compte qu'on a quand même plus de la moitié des déchets qui peuvent être réutilisés, qu'on a une population qui est en demande aussi d'activité. Et donc, en fait, de nouveau, il y a eu moi j'aime bien l'idée du ping-pong, il y a eu
cette raquette qui a été enlevée, cette balle qui a été envoyée. Et voilà. Et donc les gens, en fait, pendant toute cette étude-là qui a été menée, ont pu du coup revaloriser des déchets. Et je pense que donc, ça peut créer, du coup, on parlait là tout à l'heure de mini-entreprises, etc. Ça permet du coup de créer des mouvements, d'associer les gens, ce qui est super important, comme on l'a dit depuis le début, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça permet de nouveau de créer, associer les gens, de les mettre ensemble, et en fait on voit que les plus beaux projets arrivent de là. Et donc de développer un écosystème social, mais qui permet aussi de contrecarrer, entre guillemets, la pollution, les effets négatifs au niveau de l'environnement. Voilà, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Mais avec plaisir. Merci. Et pour terminer cette soirée en beauté, j'appelle à la barre, entre guillemets, Sybille Mertens, qui est directrice du Centre d'économie sociale et professeure à l'Université de Liège, et Marek Hudon, l'organisateur de cette soirée. Oui, mais vous pouvez quand même venir vous asseoir. Hein. On va regarder une vidéo avant de les faire intervenir, mais vous pouvez déjà venir vous installer. L'objet de cette vidéo est de vous parler des théories de la transition. Un des principaux attraits que je vois dans les théories de la transition est de mettre en lumière la fécondité du dialogue entre les sciences du vivant et l'économie. L'économie a tout intérêt à redialoguer avec les sciences du vivant. En mettant l'accent sur les processus plutôt que les résultats, en essayant de triturer, de décortiquer les trajectoires qui ont vu l'avènement de technologies dans nos vies, ces études de la transition rappellent l'intérêt de la perspective évolutionniste, ou, pour le dire différemment, l'intérêt de remettre du Darwin dans l'économie. D'ailleurs, en interrogeant les mécanismes par lesquels des grands bouleversements technologiques sont arrivés dans nos vies par le passé, les théories de la transition ont mis en exergue, en lumière, une série d'aspects enchevêtrés, mêlant des considérations à la fois techniques et aussi forcément sociétales, et ont présidé à des changements dans nos manières de faire. La transition est d'ailleurs qualifiée de sociotechnique. Mais le plus important, c'est qu'une fois que toute une série d'infrastructures, de normes, de pratiques ont été stabilisées autour d'un nouvel agrégat technologique, on peut par exemple penser à la voiture et sa cohorte d'infrastructures, de routes, de stations à essence, de pratiques de conduite, de normes de déplacement. Une fois que tout ça est devenu stabilisé et routinisé, c'est d'autant plus difficile d'opérer un changement de système. En fait, opérer une transition, ce n'est pas uniquement aller vers de nouvelles choses, adopter de nouvelles pratiques, des nouvelles technologies alternatives, c'est aussi avant tout pouvoir s'émanciper de celles qui sont en place. L'inertie des processus évolutifs est d'ailleurs au cœur des différents niveaux d'analyse proposés par les études sur la transition. Celui qui doit faire l'objet d'une transition, c'est le régime en place, le régime socio-technique. Il s'inscrit dans un contexte plus large, le paysage, qui lui est éminemment stable et sur lequel on a peu de prise à court terme. Ce paysage inclut par exemple les évolutions démographiques, la mondialisation, mais aussi les changements climatiques. Ce paysage peut donc exercer une pression au changement sur le régime en place. Mais dans la perspective multiniveau, le niveau le plus instable, celui dans lequel l'innovation, le changement peut dès lors survenir, c'est celui des niches. Ces niches, aussi appelées graines de changement, sont des espaces protégés dans lesquels une pratique alternative, une technologie nouvelle peut prendre naissance à l'abri de l'environnement plus sélectif du marché. Donc il y a une interaction qui s'établit entre les différents systèmes sociotechniques, comme on les appelle, et les alternatives, les niches. Et ces interactions sont loin d'être linéaires, sont loin d'être très facilement compréhensibles pour l'analyste. Alors pour donner un exemple, on a l'agriculture biologique qu'on retrouve aujourd'hui chez les discounters, donc dans les rayons de l'industrie agroalimentaire la plus basique qu'il y a, mais qui, à la base, était une alternative qui était pratiquée vraiment en marge de la société dans un certain contexte géographique et spatial et économique particulier qui était l'Allemagne du Sud. Donc, il y a une cohabitation qui existe entre l'alternative et le système lui-même qui est en fait pas du tout à l'image du défi qu'on essaie de relever aujourd'hui, où on essaie plutôt de remplacer des systèmes sociotechniques, par exemple la production d'électricité à partir des énergies fossiles par du renouvelable. Donc ce remplacement, cette substitution un par un, elle va être très difficile à mettre en œuvre. Et du coup, ça pose un réel défi parce que la transition, on la veut très vite. On sait qu'aujourd'hui, pour 2030, il faut qu'on ait atteint 50% des objectifs. Pour 2050, il faut qu'on soit neutre en matière climatique. Et on n'a pas nécessairement ces années pour attendre, voir venir l'interaction entre les systèmes et les alternatives. Ce qui soulève aussi une autre question. Aujourd'hui, l'acteur public et nous-mêmes, on regarde avec beaucoup d'emphase les alternatives, le cyclisme du quotidien, l'agriculture, permaculture, les gazap, donc les paniers bio et ce genre d'alternatives qui existent, souvent citoyennes, souvent très intéressantes. Mais on délaisse un tout petit peu l'accent à donner sur le changement du système lui-même.
Donc au lieu de promouvoir quelque part les alternatives, il y aurait aussi à s'attaquer quelque part au système, par exemple, agroalimentaire, par exemple, de mobilité à combustion interne, et ainsi de suite. Et donc au lieu de mettre en place une politique de l'innovation, une politique des alternatives, on devrait aussi mettre en place une politique de l'exnovation, une politique du phasing out, comme on dit en anglais, pour toute une série de systèmes socio-techniques, où on sait exactement qu'on ne peut pas les faire perdurer dans le temps. Pour transitionner vers un système socio-économique soutenable, il est nécessaire de réallouer massivement le capital vers une constellation de projets soutenant les alternatives, c'est-à-dire compatibles avec les limites planétaires et sociales telles que suggérées par la théorie du donut. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien on a exactement décrit le propos de la finance soutenable. Alors pour être un peu plus précis, je reprends la terminologie de Schoenmaker et Schumrade dans leur ouvrage en 2018, qui distingue 3 acceptions de la finance soutenable. Finance soutenable 1.0, finance soutenable 2.0, finance soutenable 3.0. Et seule cette dernière acception de la finance soutenable, qui ne couvre en vérité que moins de 0,1% du capital investi actuellement, serait véritablement à même d'assurer la transition dont nous avons parlé tout à l'heure, du système socio-économique actuel vers le système socio-économique soutenable. Il est important d'accompagner ces mesures micro par d'autres mesures à une échelle macro. À l'échelle des régulateurs et des autorités centrales, le changement climatique et les bouleversements environnementaux et sociétaux qui y sont rattachés constituent une source de risque nouvelle qu'il faut évaluer, et c'est difficile, et contre laquelle il convient de se protéger. Pour ce faire, différentes combinaisons de politiques économiques, ce qu'on appelle un policy mix, optimal idéalement, peuvent être envisagées. Par exemple, en termes de politique fiscale, une taxe carbone. En termes de politique monétaire, des green bonds ou des opérations de quantitative easing vers politique macro-prudentielle également, ou la manière dont les différents pays doivent s'organiser pour faire en sorte de s'assurer que le système bancaire et financier réagit face aux chocs d'origine environnementale et climatique. Et enfin, la question de la coordination de tous les acteurs à une échelle internationale est évidemment cruciale. Alors, je n'avais pas vu la vidéo avant. Je retiens 2 mots, inertie et urgence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à un paradoxe quelque part entre une urgence climatique qui nécessite d'agir rapidement et sur le terrain. Et on le voit particulièrement en Belgique avec les compositions des différents gouvernements qu'on a, une transition qui politiquement n'avance pas aussi vite qu'on ne le voudrait. Alors, on a bien compris au cours de cette soirée que l'éducation pouvait être un moteur de changement, mais quelle autre solution pour gommer ce paradoxe qui est criant malgré tout? La solution, c'est l'alliance et la masse critique. Donc moi, je crois que ici, on démontre que quelque chose d'important se passe au niveau des hautes écoles et des universités. Et je veux dire, je suis assez émue de retrouver des collègues dont on a une trajectoire commune, sans doute depuis une vingtaine d'années, et puis de constater qu'on arrive à déjà fédérer ici plusieurs universités, plusieurs hautes écoles. Mais en même temps, c'est pas suffisant. Il nous faut l'alliance avec les médias, il faut l'alliance avec le politique, il faut l'alliance avec les syndicats. La poursuite d'un objectif commun, si on veut aller ensemble autour du donut, on ne peut pas laisser cette responsabilité seulement aux politiques. La politique, c'est nous aussi. Et donc ça commence certainement par une action d'éducation, mais moi je plaide surtout pour essayer de sortir des universités, des hautes écoles, de mettre nos étudiants sur les terrains, dans des postures d'engagement ou d'action. Mais c'est ce que vous avez fait ici dans le cadre de ce projet. On l'a fait ici, hein, très certainement, et c'est Marek qui en parlera mieux que moi, mais on doit le faire également dans nos cours, et on doit oser en tant qu'universitaire-chercheur, prendre la place dans l'espace public, interpeller la société civile et je pense faire alliance. Marek ? Oui, tout à fait. Juste pour renforcer ce que dit Sybille, 2 idées. Un élément qui ressort, c'est quand même le citoyen. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, c'est le mouvement citoyen. Je pense notamment à un exemple, je sais que les gens sont dans la salle, par exemple, une coopérative qui se crée pas très loin de Bruxelles, Ma Ferme, et qui regroupe tout d'un coup 2000 citoyens qui lèvent des fonds énormes. Ça permet aussi de bouger les lignes, de faire bouger le monde de l'agriculture, un certain nombre de questions qui se posent, et d'avoir une dynamique collective qui va nous permettre sans doute d'aller aussi vers la transition. Et deuxième élément complémentaire, c'est sans doute en effet sortir des sentiers battus, d'avoir
d'avoir un discours, et je pense que c'est ce que dit Sybille aussi, mais qui nous permettent d'aller hors de simplement nos bancs des universités, mais aussi d'être inclusif, d'avoir que le discours de la transition soit justement un discours à la fois la transition juste, je pense qu'Eva en parlait, mais aussi un discours qui parle à tout le monde. Hier, on avait par exemple des influenceurs qui sont débarqués dans mon bureau, et je pense qu'en effet, il y a vraiment un jeu ou un rôle pour les influenceurs en termes de transition, pour avoir un langage qui n'est pas toujours le même langage que nous, on peut avoir en tant qu'académique avec toutes nos prudences que l'on peut avoir, mais aussi vraiment un langage qui parle. Et je pense que si on veut aller plus loin dans la transition, il va falloir aussi avoir ce type d'alliance avec les différents milieux, y compris ces milieux-là. Si je peux me permettre, je crois qu'il nous faut aussi du courage. Tout à l'heure, vous aviez quelqu'un dans le bois là, qui disait on ne sait pas très bien où on va, mais on y va, et ensemble. C'est ce que disait Eva Sadoun aussi quand elle a commencé. Mais donc, il faut avoir le courage aujourd'hui d'y aller. Et notre posture de chercheurs, profs, enseignants, un peu protégés, il faut bien le dire, ça doit être de mettre de la lumière sur ceux qui ont le courage d'entreprendre et de leur donner en fait de la légitimité, c'est-à-dire ça existe, c'est vertueux, ça nous permet de rentrer dans le donut et nous on est là pour accréditer ça et transmettre. Alors au cours de cette soirée, je ne sais pas si vous l'avez vu sur vos smartphones, la Russie a décidé de ne plus approvisionner en gaz la Pologne. Alors ça m'a fait penser à une question assez évidente, mais il y a plein de crises, et les crises sont source de recul, généralement. Alors, on peut le voir ici en Belgique, par exemple, la crise énergétique, on peut le dire, a fait un peu reculer sur la sortie du nucléaire, en appelant un chat, ou bien est-ce que vous pensez qu'une crise peut être un accélérateur de changement au niveau du développement durable ? Si on fait le lien avec la crise ukrainienne, ce qu'elle nous a montré, c'est en effet le risque de pénurie qui parle beaucoup aux entreprises, aux entrepreneurs. S'il y a une chose qu'un entrepreneur n'aime pas, c'est justement l'incertitude. Et la gestion d'une pénurie aujourd'hui est évidemment compliquée parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point toutes ces chaînes de valeur qui sont connectées vont du coup être problématiques. Derrière cette question de la pénurie, il y a la question aussi, en effet, de l'énergie renouvelable, de l'indépendance énergétique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'importance aujourd'hui d'avoir un discours qui est développement durable, qui intègre aussi ces tendances, ces méga-tendances. On parle aujourd'hui des ressources naturelles et de la raréfication des ressources naturelles. On parle aussi, en même temps que ça, des questions sanitaires, d'autres tendances sanitaires, géopolitiques, etc. Parce que si on veut faire changer, je pense, en effet, les choses, peut-être juste pour reprendre une image qu'un ami m'a donnée encore récemment, un fumeur va souvent arrêter quand il va voir aussi l'effet de la cigarette sur d'autres personnes. Et si on arrive du coup à justement comprendre l'impact de cette raréfication des ressources naturelles aujourd'hui et de le lier à la nécessité du changement comportemental ou du changement sociétal, du changement économique qui nous attend, je pense que là, on va pouvoir le faire. Donc est-ce qu'il faut être dos au mur pour qu'intérêt général et intérêt particulier soient conciliables ? Peut-être pas aussi loin, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, il y a vraiment une nécessité, alors j'aurais dit pédagogique, mais de relier cette situation économique qui, en fait, est peut-être, je ne veux pas être négatif non plus, mais un premier soubresaut des raréfications de ressources naturelles, de la difficulté qu'on peut avoir, pour justement ne pas devoir être toujours dos au mur et complètement face au mur pour pouvoir bouger. Même question, peut-être, une crise, source d'accélération, ou bien au contraire, frein au développement durable ? Ça dépend de ce qu'on va en faire. Et donc, très clairement, la réaction par rapport à ces crises, en tout cas pour les gens qui ont les connaissances et aussi les leviers en main, c'est le réflexe systémique qui doit être là. Donc, si on fait face à cette crise en se disant juste remettons les curseurs comme avant, essayons au maximum, on va juste se prendre la crise suivante. Donc, il faut du systémique. Et ça veut dire aussi qu'il faut décloisonner. Il faut désormais que les ingénieurs parlent avec les sociologues et que les philosophes viennent nous aider aussi pour savoir où on va aller. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le citoyen lambda, au-delà de son intuition et de sa porte d'entrée, il est toujours capable de vision systémique. Donc nous devons aussi transformer ce qui se passe dans nos établissements de recherche et d'enseignement pour amener les gens, et on en fait partie évidemment, à réfléchir de manière beaucoup plus systémique. Et c'est ce qui permettra aussi à des décideurs politiques de prendre des décisions qui sont impopulaires à court terme, que les gens peut-être ne comprennent pas parce que simplement ils n'ont pas la photo globale et les liens globaux. Je me souviens des inondations en juillet à Liège. Un de mes collègues poste sur Facebook, nous voilà avec les premières conséquences du changement climatique.
Et les gens l'incendient sur les réseaux en lui disant « mais tu n'as rien compris, ça n'a rien à voir avec le changement climatique ». Et pourtant, c'est un universitaire qui poste ça. Donc je pense qu'on est obligé aujourd'hui de créer des ponts de manière très forte. Donc aujourd'hui, les étudiants qui sont là, c'est essentiellement des étudiants en gestion ou en économie, mais parmi les gens qui sont là aujourd'hui, on sait qu'il y a justement des ingénieurs civils, des gens qui ont fait agrobiotech et qu'on salue parce que c'est important de faire les ponts aussi avec ceux qui réfléchissent au système économique. Donc faire preuve de beaucoup de pédagogie. Donc, au niveau, une dernière question peut-être pour tous les deux. On a bien compris que ça percolait tout doucement au niveau de l'enseignement en Belgique. Ce projet en est une preuve manifeste. Est-ce que vous avez des contacts au niveau international aussi, j'imagine. Est-ce que ça percole aussi au niveau européen? Parce que vous l'avez dit, il faut avoir une approche systémique. Donc c'est pas la Belgique toute seule dans son petit coin qui va changer les choses. Donc il y a une approche plus globale encore, j'imagine, qui doit être menée. Mais est-ce que vous ressentez cela aussi à un niveau plus international? À plusieurs niveaux. Donc nous, évidemment, notre niveau, c'est les réseaux de recherche et les réseaux d'enseignement. Aujourd'hui, dans toutes les universités, ces programmes-là commencent à émerger. Pas seulement en Europe, d'ailleurs. Enfin, on a des collègues américains, on a des collègues africains qui sont sur ces questions-là. Je crois que ça répond à des aspirations. Et donc, il y a une attente très forte que les milieux de la recherche et de l'enseignement outils en fait la société pour répondre à ces défis-là. Et je crois qu'on peut dire qu'on le constate partout, avec peut-être une petite avance européenne sur cette question-là. Marek ? Oui, je pense aussi. La question est qu'est-ce qui va être dans ces cursus, en effet. Est-ce que les réponses ou les enseignements vont être à la hauteur du défi? Je pense qu'en tant qu'enseignant dans le domaine, un peu tous les jours, on se réveille en se demandant si on est le faire-valoir oui, vous faites quelque chose de la durabilité, ou si on fait partie, en effet, d'un changement qui est suffisant pour faire face à l'urgence climatique. Moi, j'étais sur les bancs de l'université il y a 25 ans. Je trouve que les cours avaient une approche assez conservatrice. Est-ce que ça change? Est-ce qu'on apprend, j'allais dire, d'autres... Est-ce qu'on sort des théories plus classiques, notamment au niveau économique? Ça, c'est quand même une question importante. J'ai l'impression qu'on est toujours dans les mêmes... En fait, les étudiants nous secouent. Donc, j'aurais pas pu dire ça il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, il y avait des représentants de groupes ici étudiants qui sont là pour bousculer précisément les contenus de nos enseignements. On peut penser à Rethinking Economics, par exemple, ou simplement les attentes des étudiants. Quand aujourd'hui, nos étudiants choisissent nos cours, on fait le tour de table traditionnel, on demande pourquoi ils sont là. Il y a 15 ans, ils nous disaient « je suis là parce que j'en ai un peu marre de voir juste les chiffres de la performance financière ». Aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont des attentes extrêmement... Oui, mais aujourd'hui, il y a des attentes extrêmement fortes qui sont de dire mais moi, j'ai des problèmes d'éco-anxiété et je suis à l'université pour résoudre ça et faire partie de la solution. Donc, je pense que nous, on est obligés de suivre ça. Oui, et en fait, je pense que c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises ou d'organisations aussi. Qu'est-ce qui fait bouger les lignes dans beaucoup d'organisations? C'est les employés qui veulent des changements, quelquefois, ou le consommateur aussi. Et dans notre cas, c'est des étudiants, en effet, qui font souvent bouger les lignes, qui arrivent à secouer quelquefois des systèmes, quelquefois plus ou moins bien. On a eu la chance d'entendre ici Valérie Coulen, etc., qui, on voit, avec tout son dynamisme et tout leur groupe, essaye de secouer ce système-là. Donc, je pense qu'en effet, les étudiants ont un rôle très important pour soutenir aussi ce qui se fait ou ce qui pourrait même se faire, qui sait, dans le futur en continuant en chemin. Puis, il faut dire qu'on a le soutien de l'ARES. Ça, c'est clair. Donc, l'ARES, vous savez, cette organisation qui nous rassemble ce soir et qui, elle en fait... ça bien, hein. Je trouve aussi. Oui, mais Non, mais c'est important d'avoir l'interlocuteur qui va nous soutenir à développer de plus en plus des contenus de ce type-là. Merci. Alors, Marek Hudon, je vous cède la parole pour le petit mot de clôture. Oui. Et merci à tous. Un mot de clôture, et en effet, en remerciant l'ARES, et pour construire sur ce que disait Sybille, on veut en effet continuer. Je pense qu'il y a un dynamisme fou dans ce groupe. Réellement, quand on voit ce qui, en effet, peut être fait, ce qui se fait dans ce groupe d'enseignement, ce sont des gens qui vraiment, chacun de leur côté, font des choses, et qui, quand ils se mettent ensemble, on l'a vu dans les vidéos, où on avait chaque fois fréquemment des gens de différentes organisations, même chaque fois. Donc je pense qu'il y a vraiment une force. Et peut-être 2 mots de remerciement. D'abord, remercier en effet François Mathieu pour tout le temps, l'énergie qu'il a mis pour préparer cet événement. Et en effet, c'était
un vrai plaisir. C'est pas évident, hein, je peux vous le cacher, avec toute cette coordination entre toutes ces institutions. Remercier aussi toutes les équipes qui sont là et que vous allez encore voir maintenant. Je ne vais pas citer tout le monde, mais les équipes notamment du CEBRIC, particulièrement Tristan Dissot, que je tiens à remercier. Voilà, merci Tristan. Sans ça, je pense que je ne m'en serais pas sorti. Donc Tristan a vraiment été d'une très très grande aide. Voilà, merci. Pour que tout ça fonctionne. Alors, les éléments techniques, vous avez donc tout le monde, vous allez recevoir 2 tickets à la sortie. Il y a un premier ticket qui est en fait pour le repas, donc tout le monde a un repas juste à côté en sortant à gauche, et un deuxième ticket qui vous offre une première boisson par un bar qui est tenu par les associations étudiantes Rethinking Economics et Nexense, qui est juste un petit peu plus loin à l'intérieur. Il devrait y avoir même de la musique normalement, et des bancs, et de quoi tous pouvoir passer un moment très convivial. On est là pour ça aussi après tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Donc un tout grand merci en tout cas à tous aussi d'être venus. Et peut-être un dernier mot pour remercier tous mes collègues, notamment Sybille, mais j'en vois plein. Ici Géraldine est là aussi, Christelle est là aussi, Anaïs est là aussi, je regarde tous les gens, François-Xavier, Marc évidemment, David, donc Cécile qui est là. Donc je pense que vraiment pour tout ce que on a pu chacun apporter dans des circonstances très compliquées avec la pandémie. Donc, vous n'en avez pas oublié, hein, parce que sinon ça la mettrait mal. Et les collègues de l'ELMO. Voilà, merci.